Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, c'est le moment que vous attendiez avec impatience, avouez-le. Ouais, ça faisait quand même un petit moment qu'on en parlait sur la chaîne et sur Discord. Ça fait longtemps que les gens nous le demandaient aussi, donc quand allez-vous refaire un nouveau top 100? Parce que mine de rien, notre top 100 date de octobre 2018 qu'on a commencé à le faire, puis on l'a fini en décembre 2018, fait que ça fait 4 ans et un quart, un tiers d'année. Très, ouais. Fait que quand même. Un petit peu plus de 4 ans. On est dû pour une petite mise à jour parce qu'un top, peu importe que ce soit un top 100 ou un top 10, c'est toujours une photo prise à un moment précis. Donc évidemment, les jeux qu'on joue dans le moment sont tout le temps un peu plus hypés, un peu plus haut parce qu'on est vraiment dans le feeling de les avoir joués récemment. Mais c'est le fun de s'arrêter, de faire l'exercice pour voir comment ça évolue dans le temps, justement, un top 100. Fait que ça a été le fun de se relancer là-dedans. Est-ce que tu as utilisé la même méthode que la première fois? Non, en fait, là, les technologies ayant évolué dans les 5 dernières années, je me suis servi cette fois, pas uniquement, mais je suis parti, dans le fond, je pense que tu as un petit peu le procédé, à tout le moins quelque chose de semblable, où j'ai utilisé le fameux site PubMeeple, qui est, je pense, supporté par Board Game Geek, où j'ai présélectionné environ 200 titres de ma collection et des joueurs autour de moi, là, des jeux que je connais, que j'ai déjà joués. Faire un espèce de premier tri qui a réduit environ à 125 titres, puis après, je l'ai fait manuellement pour le reste. Okay. Au lieu de partir de uniquement papier crayon comme la première fois. Là. Ouais, moi aussi, j'ai utilisé PubMeeple. Je me suis sorti peut-être 250 titres. J'ai fait une première fois le classement PubMeeple. Ce que ça fait, c'est que ça fait des confrontations. Puis toi, tu as juste à cliquer lequel t'aimes le mieux entre les deux. Fait que c'est peut-être que tu vas faire 600, 800 confrontations. Puis c'est ça. Fait que après, il fait un classement selon ce que tu as cliqué. Puis après mon premier classement, ça m'a sorti une liste, là, les 250 que j'avais mis dedans. Puis là, j'ai gardé les 150 premiers qui ont sorti de cette première liste-là. Puis je l'ai refait une deuxième fois avec ces 150-là. Puis après, j'ai un peu comparé les deux listes ensemble pour faire la liste finale. Puis c'était surprenant de voir que la majorité des jeux arrivaient à peu près dans les mêmes positions. Il y en a qui avaient quelques positions de différence, mais j'arrivais à faire une moyenne. Puis ça avait du sens où ils se situaient finalement. Fait que c'est un bel outil de comparaison, PubMeeple, si vous voulez faire des tops. Oui, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Ouais, c'est étonnant comment les mêmes titres, surtout quand on se rapproche évidemment du numéro, dans les 10, 20, 30, 40 premiers, ces titres-là ont tendance à pas bouger beaucoup. Alors que quand on est dans les 70 en montant, c'est un petit peu plus volatile parfois. Ouais, il y a quand même beaucoup de jeux, je me dis, ce jeu-là, il va être dans mon top 100, il va être dans mon top 100. Puis finalement, il y en a plein qui sont pas dedans. Mais moi, ça m'a fait réaliser que c'est complètement fou parce que, tu sais, mine de rien, il y a 5 ans, la chaîne existait depuis à peu près 2 ans. Ouais. Moi, je participais à la chaîne depuis environ un an, un petit peu plus qu'un an au moment où on a décidé de le faire. Fait que c'est fou comment, tu sais, à cette époque-là, si je jouais une trentaine de nouveaux jeux par année. C'était une grosse année. Même, j'exagère, une vingtaine de nouveaux jeux au début de la chaîne, c'était pas mal. Puis là, c'est une centaine. Ça a explosé. Là. Je joue plus qu'une centaine de jeux par année. Là, puis là-dessus, facilement 50, 60 nouveaux par année. Fait que ça m'a fait rire. Moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de nouveaux titres. Je pense que je l'ai compté, je l'ai écrit ici, je suis moitié-moitié. Fait qu'il y a 50 titres qui sont restés, 50 titres qui se sont fait tasser. Puis ça me fait réaliser à quel point j'étais impressionné des titres qui sont encore là, parce qu'il y a eu des bons jeux qui sont sortis depuis 2018. Là. Il y a eu des gros morceaux. Là. Puis il y a eu des jeux qui étaient sortis avant, mais qu'on n'avait pas encore joué aussi, qu'on a découvert dans les 5 dernières années. Il y a des très gros morceaux. Là. Mais moi aussi,
de ma liste de 2018, moi j'en ai 55 nouveaux, fait que je suis quand même assez proche de la moitié, moi Ouais, aussi. c'est ça. Fait que c'est quand même le fun de voir les jeux qui ont perduré dans le temps, ceux qui sont encore sur Exactement. la liste, lesquels ont reculé dans notre liste, mais lesquels aussi ont avancé, qu'on a appris Oui, à aimer encore plus avec les années. Fait que oui, ça aussi, c'est un bel exercice. Fait qu'on va pouvoir parler des changements de position pour les titres qui reviennent. Fait que pour moi, genre exactement. 45 titres qui sont encore là après 5 ans. Puis, avant de commencer, est-ce que tu aurais, David, quelques petites mentions honorables des titres qui se sont fait couper, tu sais, un 5-10 titres qui se sont fait couper à la dernière seconde, là? Parfait, je les nomme comme ça sans rien expliquer, Oui, sans sans rien aucune dire. explication. Donc, Watergate, Oh. Gizmos, Bag of Chips, Le Temps des Moissons et Crown of Emara. Donc, 5 jeux que j'aime quand même pas mal puis qui sont pas dans mon top 100. OK. Moi, si je t'en nomme 5 aussi, j'ai Seven Wonders, qui était le dernier que j'ai coupé. Oh, Ready, Set, Bet. Ça wow! m'a fait J'étais sûr mal un qu'elle petit était peu. dedans, ouais. Ark Nova, Ah, oh. qui on Bon, part, on se fait ça, lancer des roches. ça part costaud. Ark Nova, ben non, on avait dit pas d'explication, fait que pas Non, non. d'explication. J'ai Gaia Project, qui était OK, un des quand derniers à se même. faire couper, et Kanban. Wow! Donc, ça ne peut que mettre la table pour lancer ce top 100 de nos meilleurs jeux de tous les temps, édition 2023. Donc, tu nous pars le bal, LP. Parfait, fait qu'on commence en centième position quand même avec pour moi un très bon petit jeu. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4, mais c'est principalement un jeu de duel. C'est un bag building en quelque sorte. C'est un jeu qui s'appelle War Chest de AEG. Euh, que nous avions vu, si je ne me trompe pas, à Gen Con cet Oui. été-là d'ailleurs, l'été de Il la venait de première fois que sortir, j'y dans le fond. étais. Il venait tout juste de sortir. Fait que War Chess, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un jeu où on va avoir des cartes qui vont être distribuées en début de partie, qui vont être tirées au hasard, puis qui vont déterminer quelles unités on peut recruter pendant cette partie-là. Les unités sont représentées par des jetons de poker. Puis on va commencer avec un certain nombre de jetons dans un sac. On va piger des jetons à tous les tours de jeu. Les jetons qu'on va piger, ça va être les unités qu'on va pouvoir déployer. On essaie de gagner un certain nombre de points de contrôle pour gagner la partie, selon le nombre de joueurs qu'on est. Puis grosso modo, on a toujours une décision intéressante à prendre parce que les points de vie de notre unité, c'est la pile. C'est le nombre de jetons qu'on va avoir placé dessus. On ne peut pas avoir 2 fois la même unité sur le plateau. Fait que si je joue un deuxième jeton d'unité alors qu'il y en a déjà un placé, c'est que je rajoute un point de vie à l'unité qui est déjà sur le plateau. Ou je peux utiliser un jeton que je viens de piger pour déplacer les unités que j'ai sur le plateau. Comme mon nombre de jetons il est très limité, mais ça veut dire que la décision que je prends, c'est que si je prends mon unité de lance du gars qui a la lance, par exemple, je pige ce jeton-là, est-ce que je renforce l'unité qui est déjà sur le plateau? Ça va me faire un jeton de moins que je vais avoir pour la partie pour activer cette unité-là, ou je décide plutôt de l'activer. Puis là, ce jeton-là, je vais le défausser, puis je vais pouvoir le repiger. En calculant qu'on va avoir 4 ou 5 jetons par unité, fait que si j'ai une unité qui a 4 points de vie, ça veut dire qu'il me reste juste un jeton pour l'activer. Si elle a 2 points de vie, j'ai 3 jetons pour l'activer. Fait que tu as toujours une décision intéressante. Et là, toutes les unités ont des pouvoirs différents. Il y en a qui attaquent de loin, qui se déplacent en faisant un saut. Si je suis le cavalier, il y en a des unités qui vont renforcer les unités adjacentes, qui vont permettre de déplacer d'autres unités. Il y a plein de petits pouvoirs particuliers qui viennent. Fait que tu as toujours un. Puis ton tour est super simple. Soit je vais rajouter des jetons dans mon sac, je vais comme recruter des nouveaux jetons en espérant les piger, soit je vais les jouer pour renforcer ce qui est sur le plateau, déplacer ce qui est sur le plateau. Fait que c'est un petit jeu tactique extrêmement simple, très abstrait évidemment. Là, on voit le plateau, ça ressemble à quoi? Là, c'est un jeu qui a du très beau matériel, par contre, mais qui est Ah oui, c'est quand vraiment même dans des le. chips de poker, les Oh, unités. et puis c'est de très bonne qualité. Mais c'est un jeu qui est dans l'abstrait. Moi, j'ai la première extension qui est très intéressante. J'ai pas essayé la deuxième qui s'appelle, je me trompe pas, Siege. La première, tu ajoutes des unités puis un espèce de petit mode de jeu. Mais si on aime les jeux tactiques à deux, là, c'est vraiment un très, très bon jeu. Puis il y a une côté, pas tout à fait push your luck, mais justement le côté backbuilding qui vient quand est-ce que je vais recruter des nouvelles unités, quand est-ce que je vais décider de renforcer une unité qui est sur le plateau, quand est-ce que je vais plutôt décider de la déplacer. Est-ce que je me lance vraiment à toujours recruter la même unité pour que ces jetons viennent le plus souvent, ou je vais essayer de me diversifier un peu, des fois que j'en ai un qui soit éliminé pour pouvoir la remettre en jeu rapidement. Toujours des belles décisions. Fait que un excellent, excellent jeu qui n'était pas sur ma liste précédemment parce que je pense qu'il n'était pas sorti. Il venait de sortir, ça Donc, faisait comme ouais, 3 mois exactement. qu'il était sorti. Ouais. Fait que War Chest de AEG, très très Bon bon choix. jeu. J'ai joué une fois, vraiment cool, une belle twist, comme tu Ouais. dis, ceux qui trippent sur le jeu abstrait, les joueurs d'échecs, c'est ce genre de jeu qu'ils vont bien aimer parce que ça ressemble un peu à ça, le fait que chaque unité va avoir ses propres pouvoirs ou ses propres façons de se déplacer ou d'attaquer les autres. Là. C'est vraiment ingénieux Mm. comme petit jeu. Oui, c'est vraiment bien fait. Mon numéro 100,
C'est drôle parce qu'il a déjà été numéro 100 sur Board Game Geek. Il est peut-être même au moment où on se parle, mais il oscille autour de la position numéro 100 habituellement. J'ai mis le jeu Décrypto, jeu québécois du Scorpion masqué, qui à l'époque qu'on a fait notre top 100 était à la position 26, donc il a quand même dégringolé pas mal de rangs. C'est sûr que quand on a fait la première liste, c'était une nouveauté du jour, un jeu du jour qu'on jouait beaucoup. Donc ça explique un peu cette dégringolade, mais c'est encore un jeu de party, je pense, qui est super le fun à jouer. Puis c'est un jeu de party un peu plus intello là, que juste de faire des niaiseries ou mimer des affaires. Il y a vraiment une réflexion derrière chaque move que tu vas faire ou derrière les indices que tu vas donner à ton équipe. Fait que c'est un jeu qui se joue en équipe. Chaque équipe va avoir 4 mots cachés derrière une espèce de petit paravent. Puis on va par la suite, dans le fond, on va piger. Il y a un des joueurs qui va piger une carte avec un code à 3 chiffres. Puis ton but, c'est de donner des indices aux gens de ton équipe pour qu'ils puissent retrouver ce code-là, dans le fond. Puis toi, tu vas donner des indices par rapport aux mots de ton équipe. Mais là, l'équipe adverse va aussi noter tes réponses, puis tes questions, puis tes mots. Puis là, à un moment donné, ils vont finir par essayer de deviner tes mots, c'est quoi. Puis ils vont être capables de répondre au code de ton équipe, d'intercepter ton code, puis de marquer un point. Fait que la réflexion est le fun parce que faut que tu donnes des indices qui font des liens, mais faut pas que tu aies nécessairement des liens tout le temps dans la même affaire parce que sinon tes mots vont donner trop facile à deviner. Puis c'est la twist que ton équipe, ils voient les mots aux autres. Fait que là, tu peux te servir des autres sens de ce mot-là parce que les autres vont avoir plus de facilité alors que l'autre équipe n'a pas accès à tes mots. Donc, c'est un jeu de party vraiment brillant, vraiment un peu plus intellectuel, mais qui est vraiment le fun parce que justement, on a des belles réflexions autour de ça, puis comment trouver les indices, puis dévier un peu les différents indices pour y aller dans différents sens du même mot. Fait que j'ai toujours bien aimé les parties de Décrypto que j'ai fait. Puis cette année, justement, en 2023, c'est le 5e anniversaire du jeu. Puis le Scorpion masqué sort une édition 5e anniversaire. Puis dans le fond, c'est le même jeu, c'est juste qu'ils ont mis plein de nouveaux mots. Fait que si t'as joué beaucoup à Décrypto puis que tu connais un peu les mots, ben là, t'as une toute nouvelle boîte disponible si tu veux continuer à jouer plein de games. Fait que Décrypto, 5e anniversaire qui sort en 2023. Fait que ce serait mon numéro 100. Très bon choix, très bon choix. C'est difficile de faire un top comme ça puis de laisser des jeux de même des fois. Ouais. Je continue donc avec mon choix numéro 99, qui est une nouvelle entrée aussi, même si c'est un jeu qui était déjà sorti à l'époque, mais il y a une nouvelle édition qui est sortie du jeu en 2020, si je ne me trompe pas. Un deck building, c'est pas le dernier deck building qu'on voit, tu dois t'en douter. C'est Apex Theropod de Deck Building Game. Et là, je vais faire une parenthèse parce que si on va voir le descriptif du jeu, on va aller voir que c'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Le jeu de 2 à 6, il ne serait pas dans mon top 100. Je parle spécifiquement du mode solo de Apex Theropod de Deck Building Game. C'est un extraordinaire deck building solo où qu'est-ce qu'on fait? On va se choisir une race de dinosaures en début de partie. Je vais prendre par exemple le deck des tyrannosaures. Puis je vais essayer de devenir l'Apex de ma race, justement, de devenir l'espèce de dinosaure, le prédateur ultime avant que un météorite s'effondre en fin de partie. Fait qu'on a vraiment un nombre de tours de jeu à jouer, puis le dernier tour de jeu, à tous les tours de jeu, il y a un événement qui va être révélé, puis enfin, le dernier, ça va toujours être une météorite qui met fin à toute vie sur Terre. Puis il va falloir être devenu le dinosaure le plus efficace avant que ça arrive. Fait qu'on a une espèce d'objectif à point de victoire à atteindre qui n'est pas nécessairement facile. C'est un jeu qui a beaucoup de variabilité parce qu'on va avoir différents types de dinosaures qu'on peut mettre d'une partie à l'autre. Puis ça change vraiment notre deck puis notre façon de rouler. Si je prends le deck des Raptors, je vais vouloir avoir une espèce de meurtre, d'en avoir beaucoup rapides qui vont bouger. Fait que ça va se traduire par beaucoup de piges de cartes, etc. Mais pas nécessairement une carte qui va frapper très fort. Alors que si je prends le deck des tyrannosaures, ben, les cartes que je vais acheter pour mettre dans mon deck, ça va être des énormes cartes justement qui font beaucoup, beaucoup de dégâts d'un seul coup, etc. Fait que les decks vont fonctionner un peu différemment. Fait que tu as ce deck-là que tu peux acheter qui est ton deck principal de dinosaures, puis tu as un deuxième deck qui est le deck de mutation génétique, si tu veux, où là tu vas aller chercher différents effets. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un deck building
relativement classique, si je peux me permettre, où tu vas acheter des cartes, tu vas essayer de te monter un deck, tu vas essayer de faire, de créer un engin à l'intérieur de ton deck pour le rendre de plus en plus efficace. Puis dans les cartes qui vont sortir dans le marché, tu vas avoir différentes proies que tu vas vouloir aller attaquer pour aller chercher des points d'évolution qui vont te permettre d'acheter des nouvelles cartes, etc. Fait que c'est vraiment de se créer un engin qui est super intéressant. Il y a des belles twists dans le jeu. Tu peux placer des cartes en mode espèce de trappe ou d'embuscade, ça, le thème que je cherchais. Tu peux placer des cartes en embuscade pour que quand il y a certains types de cartes qui sortent, les cartes d'embuscade vont sauter dessus directement pour éliminer ces cartes-là. Il y a vraiment beaucoup de petites idées intéressantes, mais c'est vraiment la thématique puis le fait que quand tu achètes la boîte qui est sortie en 2020, je pense que tu as 10 ou 12 sortes de dinosaures différents que tu peux prendre comme race dans laquelle tu te lances puis tu essaies de l'amener pour que tu deviennes le apex de ta race. Fait que si tu cherches un deck building solo, super efficace, puis qui se joue bien solo, il se joue tellement bien, il se joue 45 minutes, une heure quand tu es rendu habitué. Tu joues tes cartes dans un bang, coupe de tour, un événement à tous les tours, tu achètes tes cartes, tu essaies de tuer le plus de proies possible pour faire tes points d'évolution, puis tu recommences à tous les tours. C'est vraiment un deck building hyper efficace que j'aime beaucoup avec un visuel très intéressant. Fait que, mais il y a des petites règles que je trouve clunky à 2, 3, 4 joueurs, mais tu élimines ces règles en solo, fait qu'il est vraiment, vraiment bien pensé pour ça. Donc, Apex, mon choix 99. Il est dur à trouver, semble-t-il, par contre. Il est assez dur à trouver. Voilà. Parce qu'il était passé par Kickstarter la dernière fois, puis la dernière fois que j'ai regardé, il restait plus tant de boîtes que ceux qui traînaient dans les commerces, mais moi, je l'avais pas backé moi-même, je l'avais supporté dans un commerce. Je l'avais trouvé en commerce plutôt. Okay. Parfait. Moi qui aime tellement les dinosaures, je veux jamais jouer c'est à ça que j'ai pensé. C'est sûr que c'est fait pour toi. Ouais. Mais c'est drôle parce que mon jeu 99, c'est un jeu qui se passe à l'âge de la préhistoire, fait que c'est quasiment à la même époque que les dinosaures. C'est un jeu qui s'appelle Paléo. OK. Non, on n'est pas si loin que ça. Non, c'est ça. Donc Paléo qui est une nouvelle entrée, évidemment, c'est un jeu de 2020. Donc Paléo, c'est un jeu coopératif. On va dire de survie, puis qu'on joue une tribu d'hommes des cavernes, là, dans le fond, dans la préhistoire. Puis on va essayer de faire un scénario. Donc on a un système où il y a plusieurs paquets de cartes. Puis selon le scénario qu'on prend, on va mélanger différents paquets de cartes ensemble pour faire une espèce de paquet événement. Puis on va devoir accomplir certains objectifs selon les scénarios qu'on va mélanger ensemble. T'sais, par exemple, je pourrais prendre le scénario des loups, puis le mélanger avec le scénario de la tempête de neige. Puis là, ça fait le scénario loup-tempête de neige. Puis tu as comme 7 scénarios préfaits dans la partie. Puis tu pourrais même mélanger plein d'autres paquets ensemble, selon ce qui n'est pas dans le livret d'instruction. Puis ça pourrait marcher aussi. C'est un jeu principalement de gestion de cartes puis de prise de risque. Donc les joueurs vont chacun avoir des membres de la tribu qui vont contrôler. Et à notre tour, on va dans le fond piocher les premières cartes de notre paquet. Fait qu'on sépare la pioche selon le nombre de joueurs. On a chacun un morceau de la pioche. Puis on va regarder le recto des cartes. On va regarder la première face des cartes. Puis on va choisir quelle carte on veut aller rencontrer. Où on veut aller. Est-ce qu'on va aller dans la forêt, dans la montagne? Ou est-ce que j'ai une carte avec une caverne dedans? Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que je vais aller dans cette caverne-là pour l'explorer? Fait que tu as tout le temps accès à l'image qui est sur le premier côté des cartes, mais tu sais pas ce que l'autre côté, tu sais pas ça va être quoi le jet de compétences, tu sais pas si c'est un ennemi, tu sais pas si ça va être positif, négatif. Fait que tu as ce côté-là prise de risque. Tu sais que certaines ressources se retrouvent plus facilement dans les bois, dans la montagne, ou au campement, tu sais que c'est quelque chose de safe, puis tu peux acheter des améliorations, fabriquer des nouvelles inventions qui vont te donner accès à d'autres jetons d'items que tu vas pouvoir fabriquer. Fait que chacun va choisir une des 3 cartes, puis les autres, on les remet sur notre paquet. Puis après ça, on va retourner ces cartes-là, puis on va essayer de résoudre les jets de compétences qui sont demandés par les cartes. Ça se peut que tu ailles à la chasse, que tu rencontres un animal, ben, ça va prendre certains symboles de combat pour pouvoir le vaincre. Si on le vainc, on va gagner de la nourriture, on va gagner de la fourrure, gagner différentes affaires. Puis quand on va tuer un animal ou quelque chose que la façon qu'on le rencontre, si on le tue de façon permanente, on va retirer cette carte-là de la partie. Ben, des fois, on peut faire des actions comme si je vais dans la forêt, je peux juste aller ramasser un peu de bois, puis on gagnerait une ressource, puis la carte retournerait dans notre paquet, ou je peux aller vraiment faire une coupe à blanc, où je vais faire 2-3 ressources de bois d'un coup, mais là, on va enlever la carte du paquet, fait qu'elle ne reviendra plus de la partie. Fait que tu as ça aussi à gérer, comment tu veux exploiter tes ressources, soit sur le long terme ou le court terme, parce que le paquet de cartes, on a tout le même pour toute la partie. Fait qu'à chaque manche, on va le rebrasser. Puis si on a de moins en moins de cartes, ben, les grosses cartes négatives vont revenir plus vite. Fait que ça va être un peu plus difficile. Fait qu'on a une gestion à faire avec ça. On va avoir des icônes de compétences. On va pouvoir fabriquer des objets, gagner des nouveaux survivants. On va pouvoir nourrir notre monde avec de la nourriture, évidemment, à la fin de la manche.
falloir se construire un feu si jamais il y a une tempête de neige pour se réchauffer ou des trucs comme ça. Puis on va essayer d'accomplir les objectifs un peu plus gros dans le jeu qui vont nous donner des pièces d'une fresque qu'on va peindre dans la caverne. Puis si on a toutes les pièces de la fresque, on va gagner la partie. Fait qu'un jeu qui est quand même très le fun, beau petit jeu de prise de risque coopératif. Faut quand même aimer ce côté-là pour jouer à ce jeu-là. Là, c'est moins calculatoire qu'un jeu comme Robinson Crusoe, par exemple, qui peut ressembler un peu dans la forme. Mais qui celui-là est un peu plus accessible, un peu plus léger. Puis le fait qu'il y ait plusieurs scénarios, ça le rend intéressant parce que justement, on connaît pas les nouveaux paquets de cartes. Fait qu'il y a un effet de découverte et de surprise dans le jeu quand on fait un scénario pour la première fois. Fait que ça, c'est toujours plaisant. Puis je pense qu'ils ont sorti peut-être même 2 extensions avec d'autres affaires. Puis j'ai même pas fait le tour de la boîte de base encore. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as essayé les extensions? Moi, j'en ai pas essayé. Non, j'ai joué au moins 4-5 scénarios dans la boîte de base. Il y en a 7 déjà dans la boîte de base, puis tu pourrais même mélanger d'autres scénarios après. Ouais, pour t'en inventer. C'est ça. Fait que, non, j'ai eu beaucoup de fun avec ce jeu-là, puis ça joue bien, ça pourrait jouer bien en solo aussi. Je l'ai joué pas mal majoritairement à 2 joueurs, que ça roule vraiment bien. Donc, c'est très sympathique comme jeu coopératif. Paléo, mon numéro 99. Alright. Je vais avec mon numéro 98, qui est un jeu de Level 99 Games. Un jeu très, très, très méconnu, malheureusement. C'est un jeu qui s'appelle Imperial Spells and Steam. C'est un Y. Ouais, c'est EMPY, Imperial Spells and Steam. Ils font exprès de te le faire chercher. Ça, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'engine building qui va mélanger du engine building puis de la création de réseau. C'est un jeu de train avec du engine building. On est dans un univers fantastique. Je sais que c'est un univers qu'ils ont repris dans d'autres de leurs jeux. Eux autres, c'est une compagnie qui va avoir des thématiques toujours très fortes à l'intérieur de leur jeu. Dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tenter de créer des réseaux de trains en allant placer des espèces de différentes ressources, différents marqueurs de contrôle sur différents terrains à notre couleur. Ça va nous donner un accès aux ressources qui sont représentées par ces terrains-là, qui sont différents éléments. Puis on va essayer de relier ces terrains-là aux différentes villes. On voit que si je suis le premier à rejoindre une ville, je vais aller prendre une tuile qui va marquer un certain nombre de points de victoire. On va essayer de marquer un maximum de nombre de points de victoire à la fin. Mais chaque joueur va également avoir une espèce de plateau personnel et la mécanique principale du jeu, dans le fond, c'est une mécanique de rondelle. On va avancer d'un certain nombre de cases sur son plateau personnel pour prendre les différentes actions qu'on va vouloir prendre. Comme on le voit à l'écran, fait qu'on va avoir 5 ou 6 cases sur son plateau personnel. Puis quand on va avancer sur son plateau personnel, on va prendre toutes les cases du wagon sur lequel on se trouve. Notre plateau représente notre train. Puis au fur et à mesure que la partie va avancer, on va gagner des nouvelles tuiles qu'on va les placer aux endroits qu'on veut sur son wagon. Puis là, c'est la mécanique de j'avance toujours gratuitement à mon tour de jeu d'une case dans mes wagons pour pouvoir prendre les actions qui sont en dessous, mais je peux payer des cristaux pour sauter des cases puis aller plus rapidement, en sachant que quand j'arrive au bout du wagon, c'est là que je gagne une amélioration. Peut-être que je peux gagner une espèce de membre d'équipage que je vais aller placer dans le haut de mon plateau, que je peux utiliser une fois par partie, une fois par cycle, ou à certains moments précis, ou pour marquer des points de victoire en fin de partie. Peut-être que je vais me rajouter justement des nouvelles tuiles que je vais aller placer. Fait que là, est-ce que je veux que ma 3e colonne elle devienne hyper efficace, puis je vais aller placer une 2e, puis une 3e, puis une 4e amélioration sur la même colonne, ou je veux m'étaler sur les différentes colonnes pour que je sois sûr qu'à tous les tours de jeu, je fasse une action qui va être doublée ou éventuellement triplée. Il y a des dizaines et des dizaines de tuiles différentes à l'intérieur du jeu qui vont me permettre d'améliorer mon plateau personnel. Fait qu'il y a vraiment énormément de variétés. Et c'est un jeu que les tours vont vite. Je décide de faire telle affaire, fait que je m'en vais là, je place un jeton de contrôle à tel endroit, je gagne telle ressource, j'active telle affaire, ça me permet de gagner une tuile, parfait, c'est à ton tour. Et fait que c'est un jeu qui est super rapide, qui joue super bien. J'ai joué à 2, à 3, à 4. Il y a également un mode solo que je n'ai pas essayé parce qu'il est dans l'extension, qui commence à revenir d'ailleurs en magasin. Autant le jeu que l'extension qui s'appelle As Above, So Below, quelque chose comme ça. Ils n'ont vraiment pas copié le nom d'un autre jeu. Mais quoique c'est une expression quand même assez connue en anglais. Mais donc, d'un jeu qui a du super bon matériel, la boîte est malheureusement très grosse, un peu pour rien, parce qu'ils ont voulu mettre des espèces de beaux inserts à peu près efficace à l'intérieur de la boîte. Mais c'est vraiment, si on aime les engine building, puis je ne suis pas un grand amateur de jeux de train, j'annonce que je pense que c'est le seul qu'il y a dans ma liste. Puis la raison pour laquelle je l'aime tant, c'est justement l'aspect engine building qui est à l'intérieur, qui est super efficace, puis qui est super tight. Puis c'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement pour le non-count, même si on a 3-4 joueurs, puis voyant comment les règles fonctionnent, je sais très bien qu'à 5 ou 6, ce ne serait pas si long que ça non plus pour un jeu de cette ampleur-là. Fait que mon choix 98
déjà. Imperial Spells and Steam. C'est cool, ça. Un jeu très méconnu. Ouais, quand même, j'ai jamais joué, lui. Moi, mon numéro 98 est pas mal plus connu, je pense. C'est le jeu, en fait, Potion Explosion. C'est un jeu qui était sorti en 2015 et qui était sur mon premier top 100. Il était à la position 59. Il a quand même dégringolé, lui aussi, avec le temps, mais il a quand même réussi à... Il est encore là. Il est encore là. C'est quand même un bon mérite. C'est un des 45. Puis c'est ça. Puis souvent, c'est les jeux qu'on a... Tu sais, dans les 5 dernières années, les jeux qu'on n'a pas rejoués en 5 ans, c'est dur de leur garder une place dans le top 100. Il faut vraiment qu'ils nous aient marqué de façon assez intense. Mais Potion Explosion, c'est un jeu que j'ai beaucoup rejoué quand même dans les 5 dernières années. Puis je l'ai encore. Il est disponible maintenant sur Board Game Arena. Fait que je le joue aussi beaucoup en ligne, en tour par tour. C'est le genre de jeu qui se joue vraiment bien. En fait, Potion Explosion, c'est un genre de Candy Crush en version board game. Fait que vous allez avoir un énorme distributeur de billes au milieu de la table. Puis dans la nouvelle version du jeu, il est même en plastique, le distributeur. Il n'est plus en carton comme dans la première édition que moi j'ai. Puis dans le fond, les billes représentent des ingrédients qu'on veut pour nos potions. Les potions, c'est des espèces de tuiles en couleur de carton qu'on va aller mettre les billes dessus selon les couleurs. Puis dans le fond, à ton tour, tu vas enlever une bille du distributeur. Puis après ça, les autres billes les billes vont descendre pour se remplir. Puis si des billes de la même couleur cognent ensemble, ils vont aussi exploser. Puis tu vas pouvoir prendre plein de billes. Fait que c'est vraiment un move à la Candy Crush quand tu vas pouvoir faire ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que tu fais des potions dans ce jeu-là, ben, tu vas gagner des points, parce qu'évidemment, les potions vont te donner des points, mais tu vas aussi pouvoir faire les effets des potions. Donc chaque potion va avoir un pouvoir unique que tu vas pouvoir l'utiliser une fois ta potion en retournant la tuile de l'autre côté. Fait que les effets des potions vont te permettre de créer des espèces de combos dans le jeu. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Fait que d'aller chercher une bille de chaque couleur dans le bas du distributeur, aller chercher 2 billes adjacentes, aller chercher toutes les billes de la même couleur adjacente ou des trucs comme ça, voler des billes à ton adversaire dans sa réserve ou changer la couleur des billes que tu as dans ta réserve, des trucs vraiment le fun qui vont faire que tu vas justement faire des tours un peu plus intenses, puis tu vas pouvoir remplir des potions beaucoup plus grosses, puis faire marquer plus de points, puis essayer de faire des petits combos comme ça. Fait que vraiment le fun. Il y a beaucoup de sortes de potions différentes, puis dans une partie, tu vas en mettre un certain nombre, fait que tu peux varier quand même tes parties, ou si la potion pour voler les ingrédients, tu l'aimes pas parce que tu n'aimes pas ça de faire voler tes affaires, tu peux l'enlever, t'es pas obligé de la mettre. Fait que tu peux vraiment faire ton expérience comme tu veux. C'est un jeu qui est quand même assez familial. Je l'avais donné il y a plusieurs années une copie à ma filleule à sa fête ou à Noël. Puis c'est un jeu qui ont joué beaucoup. Puis la dernière fois que j'ai joué avec ma filleule, je pense que c'est l'année passée au chalet. Puis elle m'a battu. Fait que la preuve qu'elle est bonne à Potion Explosion. Parce que je suis quand même pas peur moi aussi à ce jeu-là, pour ceux qui m'ont affronté sur Board Game Arena. Fait que bref, Potion Explosion, c'est un jeu qui est encore super le fun. Puis qui a quand même une belle twist d'originalité encore aujourd'hui. Le matériel est le fun à manipuler, le côté big, le côté des manipuler, des enlever du distributeur. Il y a vraiment de quoi de ludique là-dedans, puis qui est original. Fait que c'est pour moi un jeu qui a encore super le fun à avoir dans sa ludothèque. Puis depuis ce temps-là, ils ont sorti au moins 2, si c'est pas 3 extensions. Là. Fait que tu peux rajouter plein d'affaires. Il y a le 6e ingrédient, il y a les étudiants, il y a plein de trucs que tu peux rajouter avec les extensions aussi. Donc, un jeu qui ont continué quand même de faire du stock parce que c'est un jeu qui est quand même assez populaire pour Horrible Guild qui ont fait Potion Explosion. Donc, c'est mon numéro 98. Un très très bon choix. Je poursuis donc avec le 97 cette fois-ci. On retourne avec AEG, un jeu d'un de mes auteurs préférés, mais c'est un auteur qui fait des énormes jeux et des tout petits. Ça, c'est plus dans ses tout petits. C'est un jeu qui s'appelle Cubitos. Cubitos, c'est un jeu de course. C'est un jeu de course dont la mécanique centrale va être du dice building, en quelque sorte. Oui, il y a un monsieur fromage sur la boîte. Exactement. Tout à fait. C'est un drôle de... J'ai pas tout à fait compris encore. Le thème, là. Okay. Fait qu'on c'est des bonhommes comme ça qui courent, puis qui font une course, puis on va les activer. On va avoir un petit marqueur à notre couleur, dans le fond, qu'on va se choisir, puis on va courir sur une piste, tout simplement. Mais la mécanique principale, c'est du dice building. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une main de dés.
qu'on va lancer. On va activer, on va piger un certain nombre, en fait. On va activer les symboles sur les dés qu'on va avoir, puis on a une espèce de plateau qui est fait en 4 parties. Fait que là, lui, c'est pas un dice building où tu prends tes dés au hasard, tu choisis lesquels tu roules, tu les lances. Ceux que tu as utilisés, tu les actives, ils s'en vont dans ta zone défaussée. Ceux que tu n'as pas utilisés, tu les gardes dans ta zone pour la relance. Puis tu continues comme ça jusqu'à temps que tu aies vidé ta pile au complet. Quand tu achètes, puis dans les icônes que tu vas avoir principalement des icônes qui te permettent de te déplacer et des icônes qui te permettent d'acheter de nouveaux dés. Et le jeu vient avec des espèces de boîtes cartonnées à peu près efficaces dans lesquelles on va ranger nos dés. C'est un bel effort quand même. C'est un bel effort. Chaque dé de couleur est associé à 3-4 cartes différentes ou 4-5 cartes différentes. Fait que pour une partie, on va choisir une carte, puis on va dire les dés orange dans cette partie-là, voici ce qu'ils font. Ils ont toutes les mêmes faces, évidemment, mais les faces n'activeront pas les mêmes pouvoirs. Fait que les dés rouges dans cette partie vont faire ça, les dés mauves vont faire ça, les dés bleus vont faire ça. Puis à son tour de jeu, ben, on avance son petit bonhomme, on essaye, il va y avoir des places où je vais essayer de prendre un raccourci. Je peux prendre un raccourci. Si j'ai réussi à activer tel symbole au bon moment, je vais peut-être pouvoir sauter par-dessus une des flaques d'eau ou faire prendre un plus large, me retarder dans la piste, mais aller chercher différentes cases bonus qui vont me permettre d'acheter d'autres dés, etc. Il y a une espèce de piste sur laquelle on va jouer aussi, qui est une piste d'exploit où si on rate nos jets de dés, on ne réussit pas à faire grand-chose, on va avancer sur cette piste-là à la place. Fait que quand on a des mauvais tours, on va quand même se chercher un certain bonus qu'on va pouvoir aller chercher. Puis à part ça, le jeu est extrêmement simple. C'est juste qu'il faut aimer beaucoup la mécanique du dice building, fait que de se bâtir une main de dés qui va aller de plus en plus grosse et de plus en plus efficace. Fait qu'il y a exactement la même mécanique que du deck building, mais avec des dés. Puis il n'y a pas énormément de jeux qui le font ça. Il y a du bag building avec les jetons, plusieurs jeux le font, mais du dice building, il n'y en a pas énormément. Puis c'est ça qui fait que ce jeu-là est venu me chercher tant que ça. Je ne sais pas s'il va être encore là si on refait un top 100 dans 5 ans. Il est quand même loin dans le top 100, mais pour l'instant, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Puis c'est un jeu qui est familial. Fait que j'ai joué souvent avec mon garçon. Il y a ça aussi, cet élément-là qui vient jouer. C'est pas un jeu que je vais jouer avec des gros gamers aguerris qui veulent avoir de quoi de très croustillant, qui vont avoir des grosses décisions à prendre. C'est vraiment, on lance ses dés, j'avance de 3-4 cases. Je décide est-ce que je prends la chance d'aller avec ce dé-là qui coûte très cher, mais que j'ai pas beaucoup de chance d'obtenir ça, le symbole spécial, ou je vais avec un dé qui est plus fiable, mais qui va me rapporter peut-être un peu moins de ressources. Fait que c'est tout simplement ces décisions-là. Fait qu'un très beau jeu de course familial où la mécanique au cœur du jeu, c'est au cœur du jeu, c'est du dice building avec une thématique très étrange. Fait que c'était Cubitos de John D. Clare. En passant, je ne l'avais pas nommé, mais c'est un de mes auteurs préférés. Ouais. Moi, ce qui me tapait ses nerfs dans le jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de face blank sur les dés, puis ça, Ouais. j'haïs ça. Ouais. Mais ça fait partie du jeu, mais ça gosse, là, des blanks. Mon numéro 97, c'est un jeu qui était aussi sur ma liste en 2018. C'est Mysterium. Mysterium, un classique qui était en position 35 à l'époque. Donc, il a quand même lui aussi pris une popée dégringolade. Mais c'est sûr que dans les dernières années, j'ai pas tant joué à Mysterium. Je l'ai pas tant ressorti. C'était un jeu très léger, c'est un jeu très familial, puis c'est un jeu qui était le fun dans le grand groupe aussi. Fait que j'ai eu moins d'occasion d'avoir cette clientèle-là à ma table de jeu dans les dernières années. Fait qu'il y a moins sorti, mais c'est quand même un jeu que j'aime encore beaucoup et que j'adore la production, puis évidemment le principe du jeu. C'est un jeu coopératif de déduction par l'image. Donc, on a un joueur qui incarne un fantôme qui est décédé dans un manoir. Puis le fantôme va avoir une espèce de paravent avec différentes cartes qui représentent les lieux, qui représentent l'arme qui l'a tué, puis qui représentent les suspects qui peuvent l'avoir tué. Puis tout au long de la partie, ben, le fantôme va essayer de nous faire devenir une combinaison, justement, là, pour qu'on trouve qui l'a tué, où et avec quelle arme. Et pour ce faire, il va utiliser des cartes de vision, qui sont des espèces de cartes abstraites, un peu fucked up, un peu à la Dixit, là, dans le fond, c'est un peu le même principe. Là. Ouais. Puis il va donner des cartes de vision à chaque joueur, à chaque tour, pour que les joueurs devinent les personnages et les lieux et les armes qui leur sont assignés pour trouver chacun leur combinaison. Puis une fois que tous les joueurs auront trouvé leur combinaison, ben, il y a une des combinaisons qui sera la combinaison gagnante. Fait que là, on va devoir donner des cartes à tous les joueurs, puis ils vont devoir chacun miser sur une des combinaisons. Puis si la majorité des joueurs misent sur la bonne combinaison, on va gagner la partie. Un jeu qui est vraiment beau dans son matériel. La production de ce jeu-là est assez exceptionnelle encore aujourd'hui. Donc, c'est un jeu d'un auteur ukrainien. C'est Alexander Nevsky, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça, Alexander Nevsky, et qui a fait le jeu Settlement dernièrement. Donc, vraiment un beau hit, un beau jeu de déduction par l'image. Il y en a des tonnes qui ont sorti depuis ce temps-là, mais pour moi, il reste encore un de ceux qui le font vraiment bien. Puis qui n'est pas trop compliqué à catcher. Puis le fait qu'il est coopératif aussi, ben, ça le rend un peu plus accessible. Donc, Mysterium, qui est encore dans mon top 100, mais qui probablement lui aussi qu'à la prochaine édition. Si je ne rejoue pas beaucoup dans les prochaines années, il y a bonne chance qu'il va. Ça se peut qu'il débarque. Le coup près risque de passer dessus. Mais ça reste encore une fois pour moi un jeu que j'aime beaucoup jouer. Je continue donc avec mon 96, qui est pour la 5e fois d'affilée une nouvelle entrée dans ma liste. Je n'ai pas encore de jeu qui était déjà présent. Et étrangement, je me rends compte, c'est le 2e jeu de Level 99 Games déjà. Quand même, hein? C'est pour moi la meilleure simulation d'un jeu vidéo de ce type Mortal Kombat ou Street Fighter qui existe ou à peu près, c'est le jeu BattleCon. J'ai joué beaucoup. Dans la dernière année, un peu moins, mais dans les 2 années qui ont précédé, j'ai joué quand même pas mal. BattleCon, c'est un jeu extrêmement intéressant de cartes avec un petit plateau sur lequel il y a, si ma mémoire est bonne, qui a 7 ou 9 cases. Là, il n'est pas très gros. Juste pour te donner l'espèce d'impression de 2D. Fait qu'on va choisir un combattant en début de partie. Notre adversaire va choisir un combattant. Il y a beaucoup de boîtes. Il y a 2 ou 3 boîtes différentes qui existent. Moi, la version que j'ai s'appelle Devastation of Endines or Endines. Je ne sais pas exactement comment le prononcer. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on va avoir choisi nos combattants vont venir avec un deck de cartes. Notre deck de cartes est toujours séparé en 2. Il y a une partie qui est générique, que tout le monde a la même moitié, le même deck de cartes pour cette partie-là, qui est grosso modo la première moitié de tous les moves que tu vas faire. Puis il y a une deuxième moitié qui est spécifique à ton personnage, à toi. Ensuite, on va se placer sur un petit plateau l'un face à l'autre. Fait que comme je disais, on a un petit standee qui vient avec, puis on doit avoir une petite impression de 2D, là, l'impression vraiment comme si on joue au jeu vidéo. Puis en jouant nos cartes, ce qu'on va faire, c'est que secrètement, les 2 joueurs vont choisir 2 cartes, là, une de chacune de leurs piles qu'ils vont avoir, une de leurs piles spécifiques, puis une de leur pile qui est générique. Et les 2 joueurs en même temps vont révéler ce qu'ils vont avoir choisi, puis les 2 cartes, on va les coller l'une à côté de l'autre, puis ça va faire comme l'espèce de power move de Street Fighter, de Mortal Kombat que j'essaie de faire. Fait qu'il y a le nom de ma carte de gauche va s'appeler par exemple Punch of, puis le nom de ma carte de droite va s'appeler Death. Fait qu'en les mettant les deux ensemble, ça va être Punch of Death. Puis là, ta carte va te donner tes différentes habiletés. Ton plateau va ressembler à ça selon la version que tu as. Ta carte va te donner tes différentes habiletés. Fait que je vais avoir ma carte va me donner, par exemple, une attaque de base de 2. Puis la carte que j'ai collée avec va donner un +1 ou un -1. Puis ça va me donner du déplacement, de la défense, etc. Puis ça va me donner aussi une initiative. Fait que celui qui a la meilleure initiative, il va jouer son combo de cartes en premier. Puis là, il va se déplacer, il va faire son attaque. Si l'autre n'a pas joué de défense, ça va faire des dégâts. On peut sonner l'autre. Il y a 1 million d'effets différents qu'on peut faire selon les effets de cartes qu'on va avoir. Puis une fois que moi, je vais avoir résolu mes cartes, mais l'adversaire va résoudre ses cartes aussi. Puis là, on essaie de knock-outer son adversaire avant que lui le fasse. Là où le jeu devient magique, selon moi, c'est que vraiment, chaque guerrier, chaque fighter, chaque combattant dans le jeu vient avec je dirais pas jusqu'à dire avec sa mécanique complètement différente de celle des autres, parce que le cœur du jeu, celle des autres, le cœur du jeu reste le même, mais chaque combattant va avoir un objectif différent, une façon différente d'atteindre son objectif. Il y en a qui vont être extrêmement forts, ils vont tout faire pour se rapprocher, se coller sur l'adversaire, puis si tu te fais prendre à être à 1 ou 2 cases de cet ennemi-là spécifiquement, mais il va te massacrer, alors qu'un autre, c'est le contraire, il va être extrêmement loin. D'autres vont mettre des espèces de zombies un petit peu partout sur le plateau, puis là, il va falloir que tu les traverses pour te rendre. D'autres vont faire des attaques qui vont toucher 2, 3, 4, 5 cases de distance. D'autres vont te charmer, d'autres vont te faire défausser des cartes. Puis je pense 25 ou 30 combattants différents dans une boîte de base. Fait qu'il y a vraiment énormément de choix. C'est un jeu qui est étrange à apprendre parce que la phase de jeu, il y a 1 ou 2 étapes que c'est pas naturel, mais une fois qu'on la maîtrise, c'est un jeu qui va extrêmement vite. Ça prend peut-être 20-25 minutes de faire une partie, peut-être 30, mettons, quand on est habitué. On va dire 30 minutes de faire une partie quand on est habitué. Il y a un mode coop qui existe, qui n'est pas super. Là où il shine vraiment, il brille, c'est vraiment son mode compétitif. Je choisis un guerrier, tu choisis un guerrier, on s'installe, on se tape dessus. Puis il donne ce feeling-là de Street Fighter, de Mortal Kombat, ce genre de jeu-là. Il y a même une version, si tu réussis à placer tel mouvement, tu vas sortir ton Ultimate, fait que ça va te faire jouer une carte spécifique qui est extrêmement puissante, qui pourrait dévaster ton adversaire en une attaque. Fait qu'un très bon jeu de combat 1 contre 1
Pas super facile à apprendre, mais une fois qu'on l'a appris, extrêmement, extrêmement bon, selon moi. Battlecon, mon choix 96, qui n'était pas sur ma liste précédemment. Je pense que je t'ai fait jouer une fois. J'ai joué une fois, c'est sympathique, Ouais. c'est le fun. Ça m'a fait penser à Twisted Fable aussi que j'ai joué avec Vincent. C'est un peu le même Ah, ça, j'ai style pas de joué. jeu. Là. Je serais curieux d'essayer le jeu de Street Fighter qu'ils ont fait, par exemple. Ouais, avec les grosses mini. Là. Ouais, c'est ça, mais voyons, la compagnie qui l'a fait, c'était moins tentant, mais il y a des reviews qui étaient quand même positives du jeu. Ouais, il y a des reviews positifs. Voilà. Mais pour l'instant, dans le style Street Fighter, Ouais. j'aime beaucoup les jeux de skirmish, mais celui-là, il y a une petite place spéciale. Parfait. Moi, mon numéro 96, c'est une nouvelle entrée du jeu. C'est un jeu qui s'appelle Next Station London, OK. qui est un petit flip and ride sorti en 2022, donc l'année passée. Lui aussi est disponible sur BGA si vous voulez l'essayer. C'est un jeu de construction de réseau. Donc, on va construire le réseau de métro de Londres, évidemment, tel que le dit le titre. C'est un jeu qui est vraiment laid. Là. La feuille de jeu, elle est colorée, flash. Puis ce que tu fais dans le jeu, c'est faire des lignes. Là, fait que ça, c'est la feuille de jeu. Fait que vous voyez comment c'est beau et sexy comme jeu. Donc, vous avez plein de ronds avec des symboles dedans, donc des carrés, des triangles, des pentagones et des cercles. Puis dans le fond, on va avoir des cartes. Fait à chaque tour, on va flipper une carte. Puis la carte, ça va être soit un carré dessus, ou un triangle, ou un rond, ou un pentagone. Fait que là, tu vas partir de la station où tu étais. Puis là, tu vas tracer une ligne en suivant les pointillés, les chemins disponibles. Puis tu vas aller à une station qui a le symbole de la carte qu'on vient de piger. Tu peux toujours décider de passer ton tour, fait que tu n'es pas obligé de tracer une station si tu ne veux pas, mais évidemment, si tu passes trop ton tour, tu n'auras pas un super gros réseau de métro. Puis tous les joueurs jouent en simultané, fait qu'on tourne une carte, puis tous les joueurs vont tracer de quoi sur leur feuille, parce qu'on part toutes à une station différente au début de la partie, parce que les stations sont associées à des couleurs. Puis ce qui est spécial dans le jeu-là, c'est que c'est un jeu à cocher, mais on dessine des affaires. Puis ils fournissent les crayons, parce que c'est un jeu que tu as des crayons de couleurs. Donc, il y a 4 crayons de couleur dans le jeu qui représentent les 4 lignes de métro. Fait qu'à la première ronde, peut-être que moi je joue avec le crayon vert, puis que l'autre personne joue avec le crayon rose, puis l'autre personne avec le crayon bleu, puis l'autre personne avec le crayon mauve. Puis là, à la fin de la ronde, on va scorer les points de notre ligne de métro qu'on a dessiné, ce qu'elle a fait. Puis après ça, on va s'échanger nos crayons. Fait que les crayons vont tourner. Fait que prochain round, je vais faire ma ligne rose. Puis l'autre round, je vais faire la ligne bleue. Puis après ça, la ligne mauve. Puis la ligne verte que j'ai faite au début. Fait que tu vas faire tes 4 lignes de métro de chaque couleur. Évidemment, ils vont pouvoir se croiser à des stations, comme un vrai réseau de métro. Mais ils ne pourront pas se croiser ailleurs qu'à une station, pour pas s'empiler les unes sur les autres. Puis on va avoir, on peut assigner un pouvoir à chaque crayon. Fait que le crayon rose, il peut avoir le pouvoir de transformer le symbole en Joker. Fait que là, une fois dans la ronde, dans la manche que j'ai le crayon rose, je peux utiliser son pouvoir. Puis le crayon bleu, lui, il te permet de faire un split, qui te permet de te faire un autre bout de ligne. Fait que tu vas avoir plus d'options. Puis des trucs comme ça. Fait que sont vraiment le fun, les pouvoirs de crayon à mettre dans la partie. Puis tu peux aussi mettre des objectifs de fin de partie que tu peux réaliser pour avoir des points bonus. Puis t'as plein de cadrans, si on veut, là, dans la map. Puis dans le fond, à chaque ronde, tu vas essayer de visiter le plus de cadrans différents. Puis d'avoir le plus de stations dans d'un des cadrans, en fait, d'un des secteurs. Parce que tu multiplies ces deux valeurs-là ensemble pour savoir les points que ta ligne va scorer. Puis à chaque fois aussi que tu traverses la rivière, tu vas faire 2 points. Fait que c'est un beau petit jeu de construction de réseau. C'est super rapide parce que ça se joue en simultané. C'est un beau puzzle spatial. Donc, beau petit jeu qui est le fun, qui est définitivement beaucoup plus le fun qu'il est beau. J'ai joué beaucoup à ça. Ça aussi, comme j'ai dit, c'est disponible sur BGA. Puis cette année, en 2023, il devrait avoir la suite spirituelle qui va sortir, qui va être Next Station Tokyo. Fait qu'il y a encore le même système de jeu, mais ils vont le complexifier, en faire une version un peu plus gamer. Fait que j'ai hâte de voir la suite de ce système-là que j'apprécie beaucoup. Fait que Next Station London, mon numéro 96. Alright. Je continue donc avec mon numéro 95, qui est le premier jeu qui était sur ma liste. Il est en 67e place. Il a fait quand même une certaine chute, mais il est encore là. C'est le jeu Gloire à Rome, en anglais Glory to Rome, qui est un excellent jeu de cartes. Principalement, pas principalement, c'est juste un jeu de cartes. Là. Il n'y a pas d'autres composantes à part ton petit plateau personnel. Lui, c'est l'un des premiers jeux que j'ai joué que les cartes sont vraiment à multi-usage. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de reconstruire la ville de Rome après le fameux incendie de quelque chose comme 65-68 après Jésus-Christ. Et donc, on va avoir des
espèces de piles de cartes qui vont être placées au centre, qui sont les différentes fondations qu'on peut aller chercher, puis il va falloir construire des buildings sur ces fondations-là. Quand il y a un certain nombre de piles qui est épuisé, ça va mettre fin à la partie, on va compter nos points. Le jeu va avoir un système qui ressemble vaguement à des jeux comme Race ou Roll for the Galaxy, où on va choisir un rôle en début de partie, en début de tour de jeu, dis-je, un rôle pour le leader, le joueur actif. Les autres joueurs vont pouvoir suivre le rôle s'ils défaussent une carte de leur main qui correspond à ce rôle-là, ou vont pouvoir activer ce rôle-là s'ils ont déjà des cartes de placées dans leur des clients placés qui ont ce rôle-là. Ou sinon, ils vont pouvoir tout simplement ne pas suivre, mais piger davantage de cartes pour refaire leur main de carte. Ça va être ton cœur de jeu. Ce qui arrive, la grande particularité du jeu, c'est qu'on le voit un petit peu sur les cartes que tu as montrées. Chaque carte va avoir 4 usages possibles. Je peux prendre certaines actions pour prendre de mes cartes puis les mettre sous mon plateau de jeu pour qu'il y ait juste le bas de la carte qui dépasse. Et là, mes cartes vont devenir de l'or, de la brique, de la pierre, du bois, etc. Ils vont devenir des matériaux que je vais pouvoir utiliser pour construire des buildings. Je vais pouvoir, en prenant certaines actions, prendre de ces cartes-là et les mettre à la gauche de mon plateau pour qu'il y ait juste la frange de gauche de la carte qui dépasse. Et là, mes cartes vont devenir des patrons, des clients que je vais pouvoir me servir pour augmenter l'efficacité des actions que je fais en cours de route. Il y a certaines actions qui vont me permettre de mettre des cartes dans ma trésorerie, fait que je vais les mettre face cachée à la droite de mon plateau de jeu. Puis ça va être si je réussis à faire des ensembles de trésors différents, je vais pouvoir faire des points de victoire à la fin de la partie. Et il y a la partie centrale de la carte qui est un bâtiment que je peux me servir de ça. Il y a un coût qui est associé à ce bâtiment-là que je dois payer avec les ressources que je vais avoir mis dans le bas de mon plateau. Puis si je réussis à construire un bâtiment, je vais me débloquer un pouvoir, une habileté, une efficacité quelconque grâce à cette carte-là tout au long de la partie. Puis le cœur du jeu, ça va être d'essayer de rebâtir de la ville, donc évidemment construire des bâtiments, c'est extrêmement important. Fait que l'aspect multi-usage, puis le jeu, c'est grosso modo, c'est un gros deck de cartes avec toutes les cartes qu'on peut piger pendant la partie qui reviennent en différents exemplaires. Puis j'ai mon plateau de jeu personnel où je vais aller glisser les différentes affaires à gauche, à droite, en dessous, au-dessus, selon l'usage que je décide de faire de chacune de mes cartes. Fait que c'est vraiment un jeu pour la quantité de matériel qu'il y a, qui est très, très tinky, là, si je peux me permettre. J'ai beaucoup de grosses décisions à prendre tout le temps. Ça, c'est la boîte que j'ai, justement. Moi aussi, la boîte blanche. Exactement. Fait que c'est pas une grosse boîte, c'est pas un jeu qui a l'air intimidant particulièrement, mais quand tu commences à te jouer, tu fais comme OK, je peux pas faire n'importe quoi. Il faut que je décide quelle carte je me sers pour payer les autres cartes. Dans le fond, quelle carte je vais transformer en ressources qui vont me servir à construire les bâtiments que je vais notamment avoir. J'essaie de créer un engin efficace à travers les bâtiments que je vais avoir, puis les cartes que je vais avoir placées, surtout les patrons, les clients que je vais avoir placés à la gauche de mon plateau, qui vont me permettre de rendre de plus en plus efficaces les autres actions que je veux faire. Fait que c'est un jeu qui a des grosses décisions à prendre. C'est vraiment un jeu crunchy, de croustillant, avec plein de belles décisions. C'est pas un jeu qui est nécessairement facile à apprendre, mais c'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant quand ton engin part. Puis là, quand tu fais une action, tu as fait 2, 3, 4 fois parce que tu as différents clients qui te permettent d'améliorer cette action-là. C'est vraiment, si on cherche un bon gros jeu de cartes, quand même assez croustillant, là. C'est un jeu qui va probablement te ravir à ce niveau-là. Je pense que David a joué quelques parties dans sa vie. Ouais, Moi, j'ai joué quand même pas mal. Ouais. Moi, j'ai pas joué, je pense, dans la dernière année. Ma dernière partie, ça commence à faire un petit temps. Mais j'ai joué suffisamment dans les 5 dernières années pour qu'il garde sa place. Il était vers la fin. Puis c'est le genre de jeu que j'ai l'impression que si j'avais joué 3-4 parties dans les 3-4 derniers mois, il serait probablement plus haut. Fait que lui, j'ai l'impression qu'il va osciller puis qu'il va toujours un peu rester parce qu'il est vraiment très, très efficace. C'est le genre de jeu que si tu n'as pas joué depuis un an, tu l'installes puis tu réinstalles ça, tu fais que j'ai oublié à quel point c'était bon, ce jeu-là. Ouais, c'est un jeu qui représente bien c'est quoi une gestion de main de carte. Ouais, c'est ça. Parce que tes cartes, ça va tellement d'affaires que là, tu peux pas toutes les garder pour faire ce que tu veux. Faut que tu en utilises pour les Ouais, ressources. Race for the Galaxy fait un peu ce que Glory to Rome fait en l'ayant peut-être épuré un petit peu, mais en rajouté 1 million d'icônes. Lui, tu as 4 utilisations par carte. Il faut vraiment que je décide celle-là. Est-ce que ça va me servir plus dans mon engin si je le mets comme client? Est-ce que j'ai besoin de ces 3 cartes-là comme ressources pour construire cette 4e carte-là qui est un bâtiment, etc. C'est vraiment, vraiment un jeu très intelligent dans la façon qui est faite. Là, moi, c'est ça, j'ai la version de Philosophia, je pourrais plus dire. Mais je pense qu'il n'y a plus personne qui l'hésite aujourd'hui. Je l'avais mis dans mes. Il y a eu des nouvelles, il y a eu des reskins, là, je sais plus comment ils s'appellent, mais il y a eu des nouvelles versions récemment. Je vais vous dire ça. Re-implement. Ah oui, il y a eu des re-implements de Muay Night. Uchronia, j'ai déjà joué. L'autre, je le connais pas. Uchronia, j'ai déjà essayé, mais j'avais trouvé ça un petit peu moins bon quand même. Uchronia. L'autre, je le connais pas du tout. Je pense que c'est la dernière, c'est l'autre. Ouais, en 2015. Mais tu vois, ça date, là, 2015. Ils ont changé le thème, là, ça a l'air être un truc un peu plus japonais. Ou, Ouais, puis je le connais pas du tout. Je pourrais pas en parler.
ça. Puis, Voilà. quand même, un jeu de cartes avec une complexité de 3. Un petit jeu, juste de cartes avec une complexité de 3 sur 5 quand même. C'est ça. C'est ça. Il est quand même, comme je disais, il est assez fourni là, comme jeu. Ouais. Mon numéro 95, c'est un jeu qui était sur mon ancienne liste. C'est Les Pillards de la mer du OK. Nord. Un jeu qui, attachez votre tuque, était en position numéro 12 dans mon dernier OK. top 100. Donc, c'est une pas pire dégringolade pour mes amis les pillards. C'est pas que c'est rendu un mauvais jeu, mais des jeux de placement d'ouvriers, il y en a tellement eu dans les dernières années aussi. Puis, tu sais, il y en a eu des excellents puis des bons que j'ai pas tant ressorti mon pillard, en fait, dans les dernières années. Puis, étrangement, je m'étais même procuré les extensions, puis je les ai encore jamais jouées à ce jour. Fait que peut-être que ça pourrait me donner une excuse d'essayer d'y jouer pour essayer les extensions, parce que je pense que ça améliore beaucoup le gameplay selon ce que j'ai entendu. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui a une petite twist intéressante, là. C'est que les ouvriers appartiennent à personne. Puis à ton tour, tu as tout le temps un ouvrier, dans le fond, que tu commences ton tour avec. Tu vas le placer sur le plateau, faire une action où tu le mets. Puis après ça, tu vas enlever un ouvrier d'un autre endroit, puis tu vas faire l'action de l'ouvrier où tu enlèves. Fait que ça pourrait te permettre de changer de couleur d'ouvrier entre deux tours, parce qu'il y a certaines actions, si la couleur de ton ouvrier est blanche, ou est grise, ou est noire, ben ça va changer l'action que tu peux faire. Et tu vas essayer de ramasser, en gros, une équipe de pillards, que tu vas recruter des cartes personnages, tu vas ramasser des provisions, et tu vas aller faire des raids, donc tu vas aller piller les villes, les monastères, les châteaux avoisinants. Et tu vas essayer de faire des points en ramassant de l'or, en ramassant du bétail, en tuant des valkyries. Tu vas essayer de pouvoir faire des offrandes au chef du village avec les ressources que tu as gagnées dans tes pillages. Tu vas pouvoir gagner de la gloire en tuant les valkyries. Tu vas pouvoir augmenter tes armes pour pouvoir être plus efficace dans tes pillages, parce que tu rajoutes aussi une valeur de dés quand tu te bats pour avoir des récompenses supplémentaires. Il faut t'atteindre un certain seuil. C'est un jeu relativement simple. Pour un jeu de placement d'ouvriers, c'est dans les plus simples que je connais. Fait que ça peut servir quand même encore aujourd'hui de placement d'ouvriers d'introduction. Mais c'est ça. C'est plus le fait que je ne l'ai pas ressorti beaucoup dans les dernières années qui fait qu'il a glissé autant. Mais c'est encore un jeu que je possède. C'est déjà un bon exploit en soi. Donc, mon numéro 95, les bons vieux pillards de la mer du Nord. Mais tu as raison de dire que le nombre de parties jouées, forcément, ça a un gros impact sur le classement. C'est un peu tout ça qui a fait que ceux qu'on a nommés en début, là, les écartés du top 100, c'est le nombre de parties jouées qui a justifié ça. Puis, c'est le nombre de parties jouées qui justifie que mon prochain jeu est passé de la place 50 à la place 94. Vraiment que toi, tu vas le trouver beaucoup plus haut parce que toi, tu viens de le faire, contrairement à moi, c'est A Tale of Pirates. Fait qu'il y a une histoire de pirate. Fait que lui, dans le fond, si je commence par résumer qu'est-ce que c'est un jeu de placement d'ouvriers dans une thématique de pirate sur un bateau en 3D qui peut tourner sur lui-même à 360 degrés. Tes ouvriers sont des sabliers et tu dois, avec tes actions, on va charger des canons, tirer sur les bateaux qui sont autour de nous autres, changer la vitesse ou l'orientation de notre bateau, puis au fur et à mesure qu'on joue à travers les parties, on va débloquer des nouvelles actions qu'on peut faire. Nos ouvriers, ce sont des sabliers qu'on doit les placer dans les différents espaces du bateau. Puis quand notre sable est terminé, ben là, on peut faire l'action où on l'a placé, puis ensuite, on va déplacer notre ouvrier ailleurs. C'est un jeu qui est coopératif. Et c'est un jeu qui est en temps réel. Donc, on a une partie de 20 minutes qui est notre partie d'introduction, puis après les parties, c'est 3 rounds de 10 minutes. La raison pour laquelle il a glissé tant, parce que c'est vraiment un excellent jeu, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais, la raison pour laquelle il a glissé tant, c'est que dans la nature du jeu, c'est un jeu de campagne avec, je dirais, certains éléments de legacy. La nature du jeu fait qu'il y a des bonnes chances que tu fasses la campagne une fois avec un groupe de joueurs, puis tu y retouches pas. Ouais, tu vas leur vendre, tu vas t'en Puis débarrasser. c'est un jeu qui va tranquillement glisser au fur et à mesure que tu le fais. Moi, j'ai fait la campagne 2 fois. Je l'avais faite juste avant qu'on fasse le dernier top 100. Je pense que j'étais en train de la faire dans le dernier top 100 avec nos bons amis Jules et Madeleine et ma conjointe. On a fait la campagne au complet. Puis je l'ai refait la moitié avec un autre groupe de joueurs éventuellement. Puis ça, c'était peut-être en 2019-20, un peu avant la pandémie. La pandémie a tué le groupe. Fait que je l'ai pas terminé. Puis je suis pas certain que je vais rejouer. Fait qu'il va probablement glisser naturellement comme les jeux de Legacy auxquels tu peux pas vraiment jouer juste une partie dans le milieu. Mais mis à part ce petit défaut, entre guillemets, mais c'est la nature du jeu. C'est même pas un défaut. C'est vraiment un jeu
exceptionnel. Puis c'est le fun parce qu'il est encore relativement facile à trouver aujourd'hui. Les boutiques le tiennent régulièrement. C'est sûr que tu peux tomber sur un hors d'impression de temps en temps, mais il va être relativement facile à trouver. Il a été réédité. Moi, la version que j'ai, au niveau du matériel, c'est sensiblement la même version que celle qu'on voit à l'écran, mais c'est pas. Moi, c'était Cano Creation qui le faisait. Je sais pas si c'est encore eux autres. Ouais, je pense que oui, mais je pense Dans le que temps. c'est Asmodée qui a traduit la version française ou je sais plus trop qui. Là. Oui, en effet, maintenant, il y a une version française qui n'était pas mon cas. Moi, je l'ai fait avec la version anglaise. Mais c'est vraiment un super bon jeu. Il est supporté par une application aussi qui te met dans l'ambiance où on entend les cris des oiseaux, les bruits de canon qui tombent dans l'eau autour de nous autres quand on essaie de se sauver dans un récif. Le matériel est vraiment, vraiment super. C'est un jeu qui, dès le départ, c'est ce que j'avais dit en 2018 quand on avait fait le top 100, parce que c'est une sortie de 2016 ou 2017. C'est un jeu qui est sous-estimé, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est vraiment passé sous le Méconnu. radar, qui est méconnu. Puis en termes de placement, il y en a eu quelques-uns des placements d'ouvriers sous forme de sablier. Stonemaier Games en a fait un. Kitchen Il y a eu Rush, le Kitchen Rush, Men puis le même Rush. truc à l'hôpital. Il y en a quelques-uns, des jeux de sablier comme ça. Mais lui, il a vraiment une petite coche, je trouve, sur tous les autres que j'ai joués dans ma vie. Il est vraiment très, très bon. C'est juste que sa nature de campagne, il n'y a pas vraiment un scénario que tu peux faire comme ça juste sur le fly pour jouer avec un groupe. Il faut que tu progresses dans la campagne parce que la campagne va t'amener des nouveaux éléments à chacune des parties sous forme de petits paquets de cartes que tu vas vraiment ouvrir, déchirer, tu vas installer des nouveaux morceaux après ton bateau. Fait que c'est vraiment, vraiment une expérience à faire. Je le recommande à tous les joueurs qui aiment les jeux coopératifs en temps réel. C'est sûr que vous allez triper dessus. Eh oui, tu sais, moi je l'ai fait au mois de décembre, fait que ça fait comme un mois ou deux, C'est au ça. mois de novembre, décembre. C'est ça. Puis j'ai vraiment eu du fun, puis on a eu un bon challenge. C'est un jeu que Oui, c'est pas un jeu facile. il y a des scénarios on a repris comme 3-4 fois avant de les réussir. Là, fait que ça prend vraiment une bonne coordination entre les joueurs, une bonne communication. Non, c'est un bon jeu coop. Si vous aimez le coop en temps réel, c'est un beau petit bijou. Mais Ouais. L'impression qu'on risque d'en reparler plus loin. ouais, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, Pas mais aujourd'hui, un autre jour. Ouais. peut-être. Mon numéro 94, c'est un roll and write. Ce sera pas le dernier non plus. C'est un style que j'aime quand même pas mal. C'est le jeu Fleet, le jeu de dés. OK, ouais. Donc Le Fleet Dice Game. The Dice Game qui est sorti en 2018. Donc c'est une nouvelle entrée pour moi. Je n'avais pas joué dans le temps qui était sorti. C'est un jeu. J'ai jamais joué à Fleet, le jeu pas de dés en fait. Fait que je peux pas vraiment comparer avec les deux. Mais j'ai l'impression que les gens parlent juste de Fleet de Dice Game, puis que j'entends jamais parler de Fleet normal. Donc, c'est un jeu de pêche, donc une thématique de pêche commerciale un peu. Là. Donc, on va avoir des bateaux de pêche. On a 2 feuilles à cocher dans ce jeu-là. Donc, on a une première feuille où on va avoir des bateaux qui vont pêcher différentes sortes d'animaux. Donc, des crevettes, du poisson, des huîtres, des lobsters, je sais pas le mot en français. Les homards. Des homards, c'est ça, merci. Donc, puis il y en a une, c'est des genres de poissons, des poissons épais, là, des swordfish. Donc, t'as Les espadons. ouais, t'as ces pistes-là qui sont là, puis on va lancer un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs. Puis c'est un roll and write qu'au lieu que tout le monde joue avec les mêmes dés, c'est du draft de dés. Fait qu'on lance un certain nombre de dés, puis après à tour de rôle, on draft des dés qui vont avoir des symboles. Puis selon les symboles qu'on a draftés, on va aller cocher les cases sur les pistes des différentes sortes d'animaux pour gagner les permis, pour avoir accès à ces bateaux de pêche-là, pour gagner des bateaux de pêche, fait qu'on va aller cocher les bateaux qui sont en dessous, pour gagner des pouvoirs, fait que chaque catégorie d'animaux va nous donner des pouvoirs qui sont différents, puis qu'on peut progresser là-dedans pour augmenter le pouvoir qui a plusieurs niveaux. Puis qu'on va augmenter sur ces pistes-là. Puis c'est le genre de jeu, tu sais, je draft un dé, tu draftes un dé, puis genre, c'est le dernier qui draft un dé, il a le choix entre deux. Fait on a draft 2 dés chaque, je pense. Fait que, je draft un dé, tu draftes un dé, je draft un dé. Puis quand tu draftes le dernier dé, tu as le choix entre deux. Mais celui que tu choisis pas, tout le monde va le faire. Fait que là, t'as comme. Même si t'es le dernier à choisir, t'as une décision le fun parce que tu vas décider quel dé tu donnes à tous les joueurs. Fait que c'est quand même cool comme système de jeu. Fait qu'on fait ça avec les dés de pêche. Puis après ça, on a une deuxième phase où on a des dés avec des icônes de bâtiments. Fait que la deuxième feuille de jeu, c'est comme des bâtiments qu'on peut construire dans notre ville pour pouvoir upgrader, pouvoir se donner des pouvoirs, améliorer certaines de nos actions, avoir des pistes bonus et tout ça. Fait qu'on va faire le même principe. On lance un certain nombre de dés, on draft à tour de rôle. Le dernier dé est donné à tout le monde. Puis on va faire ça un certain nombre de fois.
qui a l'air d'être 9 ou 10 rounds selon la feuille. Puis après, à la fin, c'est celui qui a le plus de points. Ce qui est vraiment cool dans ce jeu-là, c'est que tu as une piste où quand tu vas gagner de l'argent dans ce jeu-là, tu vas cocher l'espèce de piste là, qui est complètement en bas de la deuxième feuille. Vous voyez, l'espèce de grande piste là, que tu coches. Puis à chaque fois que tu coches des cases et que tu arrives à une étoile, l'étoile, c'est une action gratuite. Fait que tu gagnes de l'argent. Oh, une action gratuite. Puis là, l'action gratuite, tu peux aller faire l'action que tu veux. C'est comme si tu avais repêché le dé de ton choix. Fait que tu peux avancer la piste de n'importe quel bateau, tu peux avancer les pistes des bâtiments. Puis là, tu vas avancer, tu vas faire des combos, puis là, tu vas gagner de l'argent, puis là, quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes des étoiles, puis là, tu gagnes une deuxième étoile dans ton tour, une action bonus qui te donne telle affaire, qui te donne telle autre chose, puis là, c'est un genre de jeu de combo plus. Là. Puis des fois, ça devient mêlant parce que justement, tu as des tours des fois qui sont un peu effrayants dans ce jeu-là où tu perds un peu le compte du nombre d'actions que tu es en train de faire. Fait que c'est important de bien calculer tes affaires puis d'y aller vraiment une à la fois. Dès que tu coches une étoile, ben, pas oublier d'aller faire ton action bonus, mais là, ton action bonus peut te donner d'autres choses ailleurs puis qui te donne d'autres choses. T'sais, ça fait une espèce d'effet de combo un peu malade de même. Fait que c'est vraiment satisfaisant comme jeu. C'est pas le jeu le plus sexy. Là. Vous voyez la feuille. Avec les poissons en haut. C'est ça, c'est bien ordinaire, c'est un peu lettre, là, à rigueur. Là. Les dés sont quand même beaux, honnêtement, là, les beaux symboles et tout ça, mais ça reste vraiment le fun pour le côté gameplay des combos dans l'intérieur du jeu. Puis, tu sais, la thématique de pêche, ça fait différent que de faire du trade en Méditerranée. Alright. Fait que c'est mon numéro 94, Fleet, le jeu de dés. Donc, on achève déjà notre première liste. Fait que j'arrive à mon numéro 93. Déjà mon troisième, mais pas mon dernier jeu de AEG. Cette fois-ci, on va y avec l'édition la plus récente de Thunderstone. Fait que Thunderstone Quest. Tu m'avais pas dit qu'il commanditait notre section de top 100. Il commandite cette section-là, du coup. Ça fait déjà 3 dans cette partie-là, je m'en rends compte en le disant. Donc, Thunderstone Quest, c'est la version la plus récente du fameux jeu Thunderstone, qui est devenu Thunderstone Advance, puis qui est devenu par la suite Thunderstone Quest. Je dois dire plus spécifiquement que s'il n'avait pas sorti l'extension Barricade, le jeu aurait probablement glissé hors de mon top 100 Barricade sur le jeu pour le garder à l'intérieur du top 100. C'est l'extension qui transforme le jeu en mode... Il y a quelqu'un qui s'est donné. C'est l'extension qui transforme le jeu en mode 100% coopératif, ce qui était selon moi le défaut du jeu parce que c'est le genre de jeu qui te donne l'impression que ça devrait être coop thématiquement qu'est-ce qu'on fait, mais qui ne l'était pas. Fait que Thunderstone Quest, tu as 2 plateaux de jeu. Il y a un plateau de jeu, c'est un deck building à la base. Le jeu de base est compétitif. Tu as une partie du plateau qui est le village, où on va pouvoir prendre différentes actions, acheter des nouvelles cartes, se soigner, aller à l'église, des trucs comme ça. On va pouvoir augmenter de niveau ces personnages qu'on va avoir, les personnages qui sont des cartes à l'intérieur de notre deck. Et on a une deuxième partie qui est le donjon en différents étages. Puis dans chaque... pièce du donjon, il va y avoir un monstre qui est représenté par une carte. C'est juste des cartes qu'il y a dans ce jeu-là, à part les plateaux et les petites ressources. La twist, c'est que quand on va vouloir aller dans le donjon, c'est un deck building. Fait qu'on va s'être acheter des cartes, on va avoir acheté des nouvelles cartes. Quand on n'a plus de cartes dans notre main, on en pige 5 nouvelles. Quand notre deck est vide, on prend notre défausse, on remélange, puis on brasse, puis on continue à piger. Deck building classique. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand on veut aller dans le donjon, ça va prendre des héros. Fait qu'il y a une des catégories de cartes, on va avoir des héros. Les héros vont avoir différentes caractéristiques de valeur d'attaque, puis il va avoir une espèce de point de compétence qui leur permet d'équiper de l'équipement. Et il y a un autre type de carte qu'on va avoir qui sont justement le dit d'équipement. Fait que plus nos héros sont forts, plus ils vont pouvoir équiper puis utiliser les autres cartes qu'on va avoir dans notre deck. Il y a des sortilèges qui sont intéressants parce que les sortilèges peuvent être utilisés par n'importe quel héros, mais évidemment, il y a certains héros comme les machins qui vont avoir plus de bonus si j'ai beaucoup de sortilèges dans mes mains, alors que mon guerrier va pouvoir équiper plusieurs armes en même temps, lui permettant d'aller creuser plus loin dans le donjon puis aller affronter plus de monde. En plus de ça, plus je descends dans le donjon, plus ça me prend de la lumière. Fait qu'il y a une ressource dans le jeu qui est la lumière, qui va être fournie par certaines cartes, mais je peux également ramasser des jetons de torche qui vont me permettre d'aller plus loin à l'intérieur du donjon. Fait qu'on essaie de faire mélanger tout ça. Puis c'est un jeu, c'est peut-être le jeu que je connais que c'est le plus important que tu réfléchisses à comment tu vas construire ton deck. Parce que tu peux scraper ton deck. Si je recrute juste des armes, puis je fais pas attention à bien monter de niveau mes héros, à recruter des héros qui sont capables d'équiper mes armes, ben c'est bien beau si je pige 5 arcs dans mon tour de jeu, mais si j'ai personne pour partir avec les arcs dans mes mains, ben ça me donne rien d'aller. Je peux rien faire avec ces arcs-là, fait que je vais être obligé de garder certaines cartes en main pour le tour suivant. Des
trucs comme ça. Fait que c'est un jeu qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à comment tu construis ton deck de cartes, ce que je trouve hyper intéressant. Et l'extension barricade, parce que je dois le préciser, elle est importante pour que, selon moi, le jeu reste dans mon top 100. L'extension barricade le transforme à 100% en jeu coopératif. Fait qu'au lieu d'être celui qui a réussi à tuer le plus de monstres de façon plus efficace dans l'espèce de donjon qui menace la ville, ben là, les monstres sortent de la ville, puis ils viennent casser, ils sortent du donjon, dis-je, puis ils viennent briser les bâtiments de la ville, puis ils viennent tuer du monde en ville. Puis là, nous, on doit les repousser, puis il y a un boss qui est associé à chaque groupe de monstres qu'on va avoir dans le donjon. Puis il faut aller vaincre ce boss-là avant que lui casse tout le monde dans la ville. Fait que le jeu devient hyper intéressant parce que là, on va se coordonner, on va se dire, toi, tu vas aller dans telle salle, moi, je vais aller dans telle salle, on va essayer de bloquer les attaques des monstres, on va s'aider pour réparer les dégâts qu'ils ont fait en ville. Fait que c'est un aspect qui est hyper intéressant. Le jeu s'apprend bien. Il est très, très long à faire le setup, malheureusement. C'est vraiment son plus gros défaut, surtout si on a beaucoup de stock, parce que c'est un jeu qui a un marché. Ben, il y a deux façons de le jouer, mais de base, c'est un jeu qui a un marché fermé à la Dominion, là, en ce sens où en début de partie, on va choisir une dizaine de cartes, puis c'est ça les piles de cartes qu'on va avoir pour cette partie-là qu'on peut acheter. Fait que il faut aller chercher tes cartes, aller chercher tes héros. Ils vont pouvoir monter de niveau avec l'expérience que tu fais quand tu tues. Fait que ça me prend des piles de cartes spécifiques pour chacun des héros. Fait que quand j'ai tué des monstres, ben, ma carte de level 1, quand je reviens en ville, je peux la détruire puis la remplacer par une carte de niveau 2. Ce héros-là devient plus fort, peut équiper plus de stock, plus d'équipement. Il y a une campagne qui existe qui te permet de jouer tous les scénarios un à la suite de l'autre. Il y a une espèce de trame narrative très, très, très classique dans le fantasy qui est correct. Là. Mais puis c'est un jeu qui continue à faire vivre. Fait il continue à avoir des campagnes puis des nouvelles cartes, des nouvelles extensions qui sortent régulièrement de ce jeu-là. Il y a des campagnes qui sortent. Moi, j'ai arrêté d'acheter tout le stock parce que là. La boîte est immense en plus. Puis j'en ai 2 boîtes immenses, pleines de cartes. Fait que j'ai du stock en masse pour la vie pour Thunderstone Quest. Mais c'est un jeu auquel je reviens régulièrement. Ça fait des années que j'ai pas joué au mode. Ben, depuis que Barricades est sorti, j'ai pas joué au mode compétitif. Le mode coopératif me plaît. En plus, chaque joueur a une espèce de petite classe spécifique dans le mode coop. C'est super intéressant. Mais bref, un excellent deck building. Qui a plus de réflexion dans d'autres deck building parce que tu dois réfléchir aux proportions de cartes que tu mets dans ton deck. Tu peux pas juste acheter n'importe quoi en espérant que ça va bien aller parce que ça ira pas bien si tu fais ça. Mais voilà. C'est un des seuls deck building qui te permet de garder des cartes entre deux tours à cause de ça. C'est ça, parce que là, si je pige 3 héros puis j'ai pas d'armes, ben là, ok, je vais garder mes héros pour le prochain tour, je vais en défausser un, puis je vais garder les autres, parce que ça se peut que tu prennes quelques tours de jeu à te bâtir une main, puis là, quand t'as ta main, c'est là que je vais dans le donjon. Voilà. Fait que voilà, mon choix, c'était donc 93. Il était précédemment en 58e place, Thunderstone Quest. Mais il est sorti en 2018, fait que ça veut dire que quand on avait fait le top, c'était l'année que je l'avais reçu. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon numéro 93, c'est un jeu qui s'appelle Prowler's Passage, qui est un jeu de 2018, donc qui n'était pas sur ma liste à l'époque. Il venait de sortir, et que j'avais probablement pas joué, parce que j'ai la version française qui s'appelle Passage Secret, et qui est probablement sorti en 2019. C'est un petit jeu duel dans lequel on incarne des guildes de voleurs qui vont essayer de se combattre pour le contrôle des différentes factions dans la ville, les différentes influences comme la noblesse, l'église et les citoyens, puis etc. C'est un jeu de... il y a un petit peu de construction de réseau, puis il y a aussi c'est un jeu de majorité un peu à deux. Fait que dans le fond, il y a plusieurs choses qui se passent à l'intérieur de ce jeu-là. Le plateau, ça ressemble à ça. On a une espèce de ville qui est faite de différentes tuiles. Puis dans le fond, à chaque tour, on va placer un passage secret, là, qui sont les espèces de jetons verts et mauves que vous voyez là, qui vont faire un chemin dans les différents quartiers de la ville. Fait qu'on va essayer de faire en partant le passage secret le plus long possible avec notre couleur. Fait que tu peux essayer de bloquer l'autre pour qu'il réussisse à faire le passage le plus long. Puis tu vas gagner des jetons de la couleur des quartiers où tu as mis ton passage secret. Fait que si tu mets un passage, puis qu'un quartier jaune, puis un quartier blanc à côté, bien, tu vas pouvoir gagner un jeton de cette couleur-là. Mais tu vas aussi gagner de l'influence. Donc tu vas faire avancer le marqueur de cette couleur-là vers ton côté. Donc, c'est une espèce de souk à la corde avec les différentes factions qui sont dans la ville. Puis, tu veux que les marqueurs soient de ton côté quand on va arriver dans une phase de scoring. Parce que c'est toi qui vas scorer cette couleur-là. Puis dans le fond, chaque couleur, chaque quartier, chaque sorte de quartier dans la ville va scorer de façon différente. Fait que tu as ça aussi à penser comment je veux maximiser ces scorings-là, mais en même temps, il faut que je possède le jeton. Parce que si j'ai pas le jeton, je scorerai pas. Fait que c'est vraiment le fun, les décisions à l'intérieur de ce jeu-là.
tu as aussi des statues que tu vas ramasser quand on les a réussi à les entourer autour. T'as 3 cartes d'objectifs. Le premier qui l'a réussi va prendre la carte aussi. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire des points. C'est un bon jeu de duel. C'est un jeu de duel qui demande un certain timing parce qu'il y a 2 scoring dans la partie. Il y a un scoring de mi-partie qui va se déclencher après un certain nombre de tours. Donc, si on a joué un certain nombre de passages secrets ou quand 2 des 4 statues sont enlevées du plateau. Fait que des fois, tu pourrais te faire avoir. Tu vas essayer, des fois, si tu es en contrôle d'un peu plus de quartier, ben, tu vas essayer de déclencher le scoring de mi-partie vite parce que tu vas scorer plus fort, tu vas scorer plus de couleurs que l'autre joueur. Fait qu'il y a vraiment une notion de timing à l'intérieur du jeu qui est intéressante. Fait que non, c'est un jeu qui est vraiment bien tendu puis qui est vraiment le fun. Puis que des jeux de majorité à 2, ça fonctionne pas toujours bien, mais la façon que le système est fait, celui-là, la façon souk à la corde, là, ça va vraiment bien. Puis je l'aime beaucoup. Fait que non, passage secret. Mon numéro 93, un beau jeu de duel. Aussi un jeu un peu méconnu, je vous dirais. Pas un jeu que j'ai entendu tant parler tant que ça, là, dans les médias sociaux ou dans les YouTubers. C'est juste moi qui l'aime. Alright, moi j'arrive à un jeu d'une compagnie que j'aime détester. C'est le jeu Lords of Hellas. Tu devais te douter que ça se retrouverait dans mon top. Oui. Fait que Lords of Hellas, dans le fond, c'est une de mes thématiques préférées à vie, c'est-à-dire la mythologie grecque. Selon, on te rajoute en plus une couche de steampunk et de science-fiction par-dessus. Des aliens ont atterri, ont vu les Grecs se battre, ils ont trouvé ça drôle, puis ils leur ont mis des fusils laser, des armures méca, puis des éclairs, puis des fouettes électriques, puis etc. Puis bon, ils les laissent se bâcher dessus pour le contrôle de la Grèce antique. Fait que c'est un jeu donc de contrôle de territoire, de guerre, les bons vieux. Pas tout à fait un 4X parce qu'il n'y a pas vraiment d'exploration. Il y a de l'exploitation de territoire, du développement de ressources, pas de ressources, mais du développement d'armées. Mais tes armées, tu as un type d'unité plus ton leader. C'est juste le nombre d'unités que tu vas avoir qui va varier sur le plateau. Et surtout, tu vas avoir des espèces de gigantesques monuments de différents dieux qu'on va construire en cours de partie. Fait que dans le fond, dans ce jeu-là, qu'est-ce que tu fais? C'est qu'à ton tour de jeu, tu vas faire un choix entre 6 actions que tu as sur ton plateau personnel. Tu vas mettre un jeton sur cette action-là, puis cette action-là, ça va la bloquer tant que tu ne prendras pas justement l'action qui, dans sa mécanique, va débloquer toutes les autres. Fait que je ne peux pas faire 2 actions de déplacer des troupes d'affilée, par exemple, ou 2 actions de chasser des monstres d'affilée. Avec tes actions, tu vas recruter des nouvelles troupes, tu vas déplacer tes troupes sur la map. Puis là, dans un style très classique, dès que je déplace des troupes sur un endroit où toi, tu veux aussi des troupes, ben, on va déclencher un combat entre nous deux. Lui, par contre, c'est un combat qui est déterminé d'avance, dans la mesure où il n'y a pas de hasard. Je vais jouer des cartes, l'attaquant va commencer à jouer une carte, on va calculer nos valeurs selon si j'attaque dans une forteresse, ton leader il est là, tu fais un bonus. Je pars avec une force de 4, tu pars avec une force de 2. Fait que là, comme défenseur, je vais jouer une carte spéciale qui monte ma force à 5. Fait que là, je décide si je joue une carte qui monte ma force à 8, puis après, t'en joues une, puis j'en joue une, puis t'en joues une, puis j'en joue une. Fait qu'on va jouer différentes cartes comme ça jusqu'à temps que les deux disent OK, j'ai joué à cette carte. Celui qui a remporté le combat va garder le contrôle du territoire, mais les cartes qu'on va avoir jouées, plus vont être fortes, plus vont avoir des symboles de perte. Fait qu'il va falloir perdre de nos soldats comme ça. Fait que c'est pas un jeu que tu te fais wiper ton armée d'un coup parce que tu as réussi à prendre le terrain. Il va falloir que tu recules dans une zone qui est adjacente. Fait que le fait de pouvoir piger les cartes est super important. Puis c'est différents effets de jeu qui vont te permettre de faire ça. Puis si tu contrôles, grosso modo, on voit un petit peu sur la map que là, que les zones sont séparées en espèces de territoires de couleurs. Il y a 4-5 terrains jaunes, 4-5 terrains bleus, 4-5 terrains mauves. Si tu contrôles 2 couleurs au complet, tu gagnes la partie automatiquement. Puis c'est pas un jeu à tour égal. Ça arrive, c'est terminé, on gagne la game. Une des grosses twists du jeu, c'est qu'il y a d'autres façons de gagner la partie. Il y a différentes cases sur le jeu où on peut construire des temples. Les temples vont nous permettre de développer des prêtres. Les prêtres vont nous permettre de prendre des actions spéciales qui vont nous permettre d'améliorer notre héros, entre autres. Puis si je contrôle 5 territoires sur lesquels il y a un temple, je gagne également la partie. En plus de ça, on a un héros. Je peux avoir Achille, j'allais dire Arthur, mais Arthur n'est pas dans le jeu. Hercule. Je peux avoir Persée, je peux avoir les classiques, différents héros, Thésée, etc. Je cherche Leonidas, si on a l'extension. Fait que, il y en a différents comme ça, héros qu'on peut avoir. Notre héros, il va se promener, puis il va faire différentes actions aussi. Puis il y a des gros monstres qui vont se promener, le Minotaure, la Méduse, etc., qui vont se promener, puis qui vont saccager le pays, puis etc. Puis nos héros peuvent aller se battre contre ces monstres-là. Si on réussit à vaincre 3 monstres dans la partie,
on gagne la partie. Fait que c'est une autre façon de gagner la partie. Puis nos cartes qu'on va jouer, c'est les mêmes cartes qu'on joue pendant les combats. Fait que si je décide d'aller faire un gros combat contre la méduse, ben je m'affaiblis pour les combats d'armée si je me fais attaquer parce que c'est ma main de carte que je vais vider pour pouvoir battre la méduse. Puis en plus de ça, il y a une autre façon de jouer si on réussit à contrôler une fois que les statues sont toutes construites, une fois qu'une statue était des espèces de grands monuments de dieux qu'on va construire, s'il y en a un qui se construit au complet puis qu'on réussit à contrôler ce terrain-là trop autour de là, on gagne la partie aussi. Puis, il y a plein, là, je ne passerai pas au travers de toutes les règles, mais il y a plein de petites règles super intéressantes comment ça marche. Quand on combat un monstre, puis qu'on ne réussit pas à le tuer, mais qu'on réussit à le blesser, il va rester blessé pour le prochain joueur qui va le frapper. Fait que, je cours toujours une chance de si finalement je ne réussis pas à tuer le monstre, puis il reste juste un point de vie, ben là, après, David va y aller tout de suite après, puis c'est lui qui va porter le coup fatal. Fait qu'on est toujours, on ne veut jamais être le premier qui se bat contre un monstre, parce que ça dur à battre d'un coup. Les grands monuments, ils ajoutent un effet quand même très, très wow sur le plateau, parce qu'on a vraiment des figurines qui vont finir par faire à peu près 12-15 cm de haut, puis qu'on commence, on met juste mettre la base au début, puis éventuellement on met les jambes de cet énorme monument-là, puis le torse, puis les épaules, puis la tête, etc. Puis ça finit par faire d'immenses monuments. Il y a plein d'extensions qui existent, qui sont dures à trouver aujourd'hui malheureusement, mais il y a plein d'extensions qui existent, entre autres une que j'ai jouée juste une fois, mais que je sais que si je rejoue avec cette extension-là, ça va monter, qui transforme le jeu en un one versus all, mais que tout le monde est quand même contre. Okay. Ou, grosso modo, ils ont fait un mode similaire dans un jeu qui s'appelle Small World, où tu as Hades qui sort puis qui veut tuer tout le monde, puis il y a quelqu'un qui contrôle Hades, mais les autres joueurs restent contre les uns les autres. C'est juste qu'en plus, il faut qu'ils fassent attention parce qu'Hades, lui, il gagne d'une façon différente. Okay. Fait qu'ils peuvent essayer de bloquer Hades. Il faut qu'ils essaient de bloquer Hades tout en tentant d'atteindre leurs conditions de victoire aux autres aussi. Fait que c'est super intéressant. J'ai joué juste une fois, j'aimerais y rejouer davantage. Mais très, très bon jeu. J'aurais peut-être essayé de mettre la main sur une version retail de Lords of Ragnarok pour voir si ça va le faire disparaître, parce qu'il paraît qu'ils l'ont... C'est un jeu, c'est Awaken Realms qui fait Lords of Hellas, fait que c'est le genre de jeu qui a quand même des coins qui grincent un petit peu. Ouais, c'était dans leur premier, là. C'était leur 2-3e gros projet. Après, c'était-tu le premier qu'ils ont fait après This War of Mine? Ouais, ou ils en ont fait un autre entre c'est avant Nemesis, en tout cas. Oui, c'est ça. Fait que ça paraît dans les règles qu'il y a des petites affaires qui accrochent, qui sont pas parfaitement naturelles, parfaitement bien huilées dans les mécaniques. Mais ça reste un jeu super agréable à jouer, super le fun, super intéressant. Je suis curieux de voir s'il va se faire détrôner par Ragnarok. Ce que je trouverais dommage, parce que j'aime vraiment beaucoup mieux cette thématique-là. L'autre, j'en ai comme soupé là, de la thématique viking. Il y en a un peu un autre. C'est vrai que Grec, c'était plus à la mode il y a plusieurs années. Oui, puis on dirait que ça a comme fadé out, puis justement, c'est le viking qui a pris toute la place. Il est à la mode à cause de God of War. Ouais, c'est ça. Fait que pour l'instant, il y a encore une belle place dans la ludothèque. C'est un jeu que j'aime beaucoup, puis que je joue peut-être 1 ou 2 fois par année. C'est pas un jeu qui est... Mais il n'est pas si long que ça pour ce genre de jeu-là. C'est pas un wargame de 6 heures. Là. Ça prend peut-être 2 heures, 2h30 de faire une partie. Tu es capable dans une soirée, c'est réaliste. Ouais. Mais c'est un très bon jeu, évidemment. Très bon Mon jeu. choix 92. Très bon choix. C'est un jeu que j'aimerais ça rejouer. Moi, je l'ai aussi. J'ai la boîte de base. J'avais gagné ça dans un événement maintenant. Oui, mais je ne l'ai pas rejoué dans les dernières années. Il ressemble beaucoup à Kemet. Fait que, des fois, en jouant à Kemet ou jouer à Lord of Hellas, c'est pas évident parce que c'est deux jeux qui se ressemblent énormément, beaucoup. Puis souvent, j'ai plus Kemet frais en mémoire avec les règles. Fait que j'y vais plus avec Kemet qu'avec lui. Mais définitivement un jeu qu'il faudrait que je ressorte dans les prochaines années. Lord of Hellas. On s'organise ça bientôt. Il y a une semaine de relâche qui s'en vient. Là. Oui, semble-t-il. Paraît-il. Donc, mon numéro 92, c'est un nouveau jeu qui s'appelle Soap Clover. Petit jeu de party qui est sorti en 2021. Donc, un jeu de repos production qui ont sorti d'excellents jeux d'ambiance, de party dans les dernières années. Celui-là, c'est un jeu coopératif. Donc, on va jouer tout le monde ensemble, essayer de faire le plus de points possible dans notre partie. C'est un jeu où tu vas avoir une espèce de gros plateau personnel en forme de trèfle à 4 feuilles, là, dans lequel tu vas aller piger 4 petites cartes carrées que tu vas insérer dans les emplacements de ton trèfle au hasard. Et là, je suis pas trop... Ok, c'est en anglais. Le premier mot, j'étais comme... pas sûr que c'est en anglais, en tout cas. Bref, il y en a plusieurs langues, là.
Donc, Ouais. on va mettre des mots. Puis, dans le fond, à la jonction de deux mots, là, sur un des côtés de ton trèfle, tu dois trouver un mot qui relie ces deux mots-là ensemble. Donc, un indice qui pourrait faire un lien entre ces deux mots-là. Puis, tu vas l'écrire avec un crayon effaçable sur le côté de ton trèfle. Puis, tu vas faire ça avec les quatre côtés. Fait Ouais. que tu vas faire quatre associations de mots. Puis Ouais. après ça, une fois que tu vas l'avoir fait, tu vas enlever les cartes, puis tu vas en rajouter une, puis tu vas mélanger ça, puis tu vas mettre ça de côté. Fait que tu vas mettre les cartes sur ton trèfle de côté, puis tous les joueurs vont faire ça. Fait que tous les joueurs vont écrire des mots sur un trèfle. Et après ça, ben, on va un trèfle à la fois. Les autres joueurs vont tenter de remettre les cartes dans le bon ordre en suivant ben, les indices que tu as écrits sur ton plateau. Mais il y a tout le temps une carte intrus là-dedans, fait que ça peut des fois brouiller les pistes. Fait que c'est ça qui est drôle de voir les discussions que les autres vont avoir. Évidemment, quand les autres font ton trèfle, tu peux pas intervenir, tu gardes un poker face, tu les laisses aller. Là. Puis une fois qu'ils vont avoir placé les cartes, ben, ils vont demander la validation. Puis là, tu vas pouvoir leur dire si c'est correct ou pas. Tu peux enlever les cartes qui sont pas correctes. Fait qu'on a le droit à comme une deuxième chance. Là. Mais on va avoir un peu moins de points, par exemple. Mais on peut quand même réussir à trouver les quatre cartes pareilles. Après ça, ils ont un deuxième essai. Puis ben, les cartes qu'ils auront trouvées vont donner un point chacune. Mais si on l'a one shot, on a comme un bonus de points. C'est simple comme jeu, mais ça marche super bien. Ouais. C'est un jeu qu'on a joué souvent. Je suis allé comme 2-3 fois dans des pubs ludiques. Là. Je pense qu'on l'a sorti à chaque fois qu'on est allé dans des pubs ludiques. C'est le genre de jeu pour des endroits comme ça. Beau petit jeu party familial. Là. Ouais, puis comme ton exemple de Decrypto tantôt, c'est un jeu qui est quand même assez tinky pour un jeu de party. Fait que c'est un jeu qui a une phase où les joueurs vont être dans leur tête là, parce qu'on cherche nos indices. Qu'est-ce que je vais mettre qui met en commun lampe et piano, par exemple. Ouais. Puis, ben, une fois que tout le monde a ses indices à la table qu'on part, c'est vrai que c'est très, très, très le fun. Ouais, puis ça ressemble un peu à Codename, un peu comme réflexion, parce que le but, c'est de lier deux mots ensemble avec un seul indice. Fait que c'est un peu comme Codename, mais la différence, c'est que il n'y a pas de temps mort vraiment, parce que tout le monde Non. écrit ses indices en même temps. Une Ouais. fois qu'on a écrit des indices, ben là, on passe dans la phase de devinette. Fait que je trouve que la structure du jeu, elle est bien pensée. Puis Ouais. elle éteint les petits temps morts que tu pourrais avoir dans une partie de Codename. Ouais. Mais ça reste des réflexions qui se ressemblent. Ouais. Ouais, puis c'est un jeu, pour moi, ça a vraiment tué Codenames. Voilà. Donc, il est plus simple à expliquer. Oui. Plus facile à sortir. Donc, définitivement. Donc, Soul Clover, très plaisant comme un petit jeu de party. Mon numéro 92. Excellent choix. Fait qu'on termine déjà cette première édition, cette première vidéo, dis-je, de notre top 100 avec en 91e place, dis-je, donc une chute de 68 places, le jeu Robinson Crusoe. Oh! Puis en fait, la seule raison, c'est le fait que j'ai joué peut-être 2 ou 3 fois dans les 5 dernières années. C'est un jeu qui est excellent. Fait que si je commence par définir qu'est-ce que c'est un jeu qui va mélanger différentes affaires, mais à la base, c'est un placement d'ouvriers coopératif. Avec une phase de prise de risque, on va dire comme ça. Fait que l'idée, c'est qu'on va avoir, à tous les tours de jeu, il y a une carte événement qui va être virée. Cette carte événement-là va nous donner des endroits où on peut aller placer des ouvriers. Il y a des caisses qui traînent. On est des survivants, évidemment, sur une île avec la gang de Robinson. Puis on doit tenter selon le scénario qu'on a choisi, c'est un jeu à scénario, on va tenter d'atteindre un objectif quelconque. Dans le scénario de base, c'est de survivre un certain temps, le temps que des secours arrivent. Faire le feu. Fait qu'on peut faire le feu dans le premier scénario pour partir un feu. Fait qu'on va se promener sur une île, on va découvrir des nouvelles tuiles qu'on va révéler. Ces tuiles-là vont avoir différents comptes qui sont les ressources qu'on peut accéder. Est-ce qu'on peut aller chasser sur cette tuile-là? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce qu'on trouve de la bouffe? Est-ce qu'on trouve de l'herbe? Est-ce qu'on trouve du bois sur cette tuile-là? Etc. Quel type d'aventure on peut aller faire sur cette tuile-là? Il y a des cartes événements qui sont virées à tous les tours du jeu. Puis il y a une mécanique super intéressante que j'ai pas envie d'entendre jouer que ça, que certaines cartes événements, quand tu vas les piger, tu vas les rebrasser dans ton deck d'événements plus tard, puis ils vont revenir. Fait que tu sais, selon la décision que tu as prise, il y a des cartes que tu vas piger, que tu fais mordre par un serpent, mais la carte, tu vas aller la brasser dans ton deck d'aventure, dans ton deck d'événements, puis plus tard, ben, la morsure de serpent va peut-être faire quelque chose si tu repiges cette carte-là. C'est une mécanique assez brillante que j'ai pas vue souvent. Mais le cœur du jeu, c'est que chaque joueur va avoir 2 jetons d'action, si on veut, d'ouvrier. Puis une fois qu'on a fait la phase d'événement, puis d'entretien, puis que tout le monde mange, puis qu'on a nos blessures, puis etc., puis qu'on arrive, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce tour-ci? Chaque joueur va aller placer ses actions, ses 2 jetons. Fait que
tu peux toujours faire soit 2 actions dans ton tour de jeu, mais tu vas lancer des dés pour les faire. Puis selon le type d'action que tu essaies de faire, il y a 3 types d'actions. Il y a de l'exploration, de la récolte puis de la découverte. Pas de la découverte, mais de l'invention, de la fabrication, de l'artisanat, on va dire. Puis certaines actions vont être plus dangereuses que d'autres. Fait que soit je mets un jeton pour faire 2 actions différentes. Fait que je fais une action, je m'en vais découvrir une nouvelle suite, puis j'essaie de construire la canne à pêche, mettons. Ou je mets mes 2 jetons au même endroit. La grosse différence que ça va faire, c'est que si je mets mes 2 jetons au même endroit, je ne jette pas de dés, je suis sûr de réussir mon action. Fait que c'est sûr qu'on va dans une nouvelle tuile, c'est sûr qu'on va chasser, c'est sûr que j'ai réussi à construire ma canne à pêche. Mais j'ai fait juste une chose. Tandis que si je mets mes 2 actions à 2 endroits différents, ben, je vais tenter d'explorer une nouvelle tuile et je vais construire la canne à pêche. Je vais lancer des dés. Le dé d'exploration étant dangereux, c'est toujours 3 dés qu'on lance. Il y a un dé pour savoir si on réussit, un dé pour savoir si on pige une carte spéciale en faisant l'action, puis un dé pour savoir si on se blesse. Ouais. En sachant que si je m'en vais faire d'explorer l'île, ben, il y a beaucoup de chances que je me blesse, puis il y a plus de chances que je rate mon action. Tandis que si je vais récolter des pommes dans un arbre, ben, il n'y a pas tant de chances que ça que je me blesse avec mon action, mais j'ai une chance de réussir 2 actions, fait que d'avoir un tour 2 fois plus efficace. Ouais. Fait que grosso modo, le jeu, il tourne autour de ça, mais c'est un jeu qui est quand même assez complexe au niveau des règles. C'est un jeu à scénario aussi. Puis c'est un jeu à scénario, fait que je vais avoir un scénario qu'il y a un volcan qui se met à cracher, puis on le fuit, il est très difficile. Il y a un scénario où il y a des espèces de tribus aborigènes à l'endroit où on se trouve, puis on va tenter de communiquer avec eux autres. Il y a un scénario. Il faut sauver quelqu'un qui présente qui est de l'autre bord, qu'il faut construire un canot, puis aller sauver quelqu'un qui est pogné de l'autre bord de l'île. Il y a un scénario qui est comme hanté, puis qu'il y a des espèces de temples, puis des esprits maléfiques qui nous courent après. Fait que tu sais, il y a différents scénarios. Il y a un scénario, c'est genre sauver Jenny, là, où il est pogné sur un bout de l'île déserte. Puis il y a des scénarios optionnels qu'on peut trouver. Il y a King Kong, il y a des trucs comme ça qui sont des scénarios goodies là, qui ont été trouvés. Avec la première édition, parce que moi je possède la première édition du jeu, il y avait une campagne extraordinaire. L'extension de Darwin. L'extension de Darwin était écœurante, où là, on avait une campagne en 5 parties, puis le résultat de chaque partie influençait le départ de la partie suivante, où là, on avait Darwin, puis on allait sur les îles Galapagos. Fait qu'on faisait sa fameuse exploration avec le nom de son aveu, je ne m'en rappelle plus. C'est le Beagle? Non. Beagle? Oui, c'est ça, c'est le voyage du Beagle, c'est en plein ça. Puis, où il a écrit son fameux ouvrage... L'origine des espèces. Exactement, que j'étais sûr que David allait nous nommer. Fait que là, on va avoir un scénario où on arrive sur l'île, puis là, tout le monde tombe malade, fait qu'il faut trouver des remèdes, puis etc., puis remettre tout le monde, puis un deuxième scénario qu'il faut récolter des spécimens de l'île, puis un troisième scénario qu'on repart en bateau, puis qu'il faut survivre à travers une tempête, puis bon, etc., etc. Fait qu'il y a plein de scénarios hyper intéressants. C'est un jeu qui est super modulable au niveau de la difficulté, ça, c'est une affaire que j'aime. À la base, il est difficile, mais on peut rajouter le chien pour s'aider, puis le perroquet, puis etc. Le chien, c'est une action bonus. Exactement. Fait qu'un jeton, il te permet d'aller chasser, etc. Tu te trouves trop dur, tu rentres le chien, tu te trouves trop dur. Je pense qu'ils ont mis vendredi dans le jeu où il peut t'aider aussi à entreprendre. Fait que tu as différentes actions, tu as différentes façons de moduler la difficulté du jeu, mais c'est un jeu qui est très difficile à la base, avec les classiques de ce jeu-là. Fait que tu as une phase de météo la nuit où on doit manger, on doit se protéger de la météo, etc. Déplacer notre campement aussi, c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Mais c'est un jeu qui est super immersif au niveau de sa thématique. C'est un jeu qui est juste un peu complexe. Fait que c'est pas n'importe qui va avoir le goût de se lancer là-dedans parce que c'est des parties d'un bon 2h, 2h30 comme jeu coopératif qu'on va jouer. Mais ça reste un jeu extraordinaire. Malgré sa chute, c'est juste le fait qu'il sort moins souvent qu'il sortait dans le passé. Bon. Mais là, on parle d'un jeu de probablement 2011-2012, si je ne me trompe pas. J'ai noté ça quelque part ici. Puis il y a une nouvelle édition qui s'en vient. C'est le premier jeu, si je ne me trompe pas, qui a été fondé par GameFound, la nouvelle édition. Ben, je sais que ça a passé sur GameFound. Tu veux dire que quand GameFound est devenu une plateforme de je pense que ça a été le premier. Pas juste un Pledge Manager, oui, ils sont partis avec ça, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr si c'était pas ISS Vanguard. Ah, ou peut-être lui, c'est peut-être le deuxième. En tout cas, c'était dans les premiers. C'était dans les premiers qu'ils ont fait, puis là, ils ont fait une nouvelle version méga. Je sais pas si c'est Awaken Realms qui a fait, mais une version super pimpée avec un abri en 3D de 4 pouces de haut. Puis, mais quelque chose de encore, je pense. Non, pas à ma connaissance. Je pense que le Pledge Manager, il est même pas fermé. mais c'est ça, mais je suis satisfait avec ma première petite version. J'aimais le fait des petits cubes de nourriture, de conserve, etc. Les espèces de disques circulaires. Le plateau est super beau. C'est vraiment un excellent jeu. Il y a eu plusieurs éditions de ce jeu-là. Il y en a une plus récente que la mienne, que Jules possède, là, où les petites canaches là, sont un peu plus beaux. Les petites bananes, la nourriture. Ouais, c'est ça.
Mais vraiment très, très bon jeu. Puis encore aujourd'hui, c'est pas un genre, mettons, qui est surexploité, le placement d'ouvriers coopératif. Ouais, puis je te dirais même des jeux coop de cette complexité-là, il n'y en a pas des tonnes. Mais À la moi, il me fait base. penser, je sais qu'ils n'ont rien à voir au niveau mécanique, mais moi, je peux pas m'empêcher qu'il me fait penser à Spirit Island. Ouais, pour la complexité, oui, c'est correct. Ben, même un peu pour sa thématique, dans la mesure où on est sur une île, puis Ah il n'y a oui. pas qui se passe sur l'île, là. Mais c'est juste que c'est un peu inverse, les deux. Ouais. Ouais, puis Deux trucs c'est que un j'aimais peu la bien. version expert de Paléo que je parlais tantôt. Oui, c'est ça, quand tu l'as nommé. C'est une version beaucoup plus complexe de Paléo, plus longue, plus complexe, mais qui a beaucoup d'éléments satisfaisants à l'intérieur. Parfait. Mon numéro 91, pour finir ce premier segment, c'est un jeu qui s'appelle 5 Minute Dungeon. Ah, Donc, un jeu de 2017. Il était sur ma liste de 2018. Il était à la position 43. Fait que quand même dégringolé beaucoup de rangs. Ça reste un jeu, encore une fois, super le fun aujourd'hui que j'ai rejoué il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 mois, j'ai rejoué à Fire Minute Dungeon, justement, dans un pub ludique. On a sorti ça. Ça se joue vraiment bien là-dedans. C'est un jeu coopératif et vous aurez deviné qu'avec le titre, il dure 5 minutes. Mais en fait, une manche dure 5 minutes. Tu peux jouer plusieurs manches parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le donjon. Fait que tu peux. Mettons qu'une partie va durer 25-30 minutes parce que tu peux faire jusqu'à 5 niveaux différents de boss dans le donjon. C'est un jeu de gestion de main de cartes, tout simplement. On va avoir un personnage, on va avoir un deck de cartes et on va piger une main de carte. Puis après ça, on va avoir un deck d'ennemis qu'on va mettre sur une tuile de boss. Puis là, on va partir le chrono de 5 minutes. Puis dès qu'on part le chrono, on retourne la première carte du deck. Et les cartes du deck représentent ce qu'on rencontre dans le donjon. Fait que ça peut être des monstres, des pièges, des voleurs, des assassins, des personnes, plein d'affaires, des mini-boss, des événements, plein de trucs. Puis sur les cartes qu'on va révéler, il va y avoir des icônes qui représentent les cartes qu'on a en main. Fait des petites épées, des boucliers, des flèches, des petits symboles de magie. Puis là, il faut que collectivement, on mette des cartes pour avoir les symboles pour battre cette carte-là. Mais c'est un jeu qu'on joue en temps réel. On a 5 minutes pour passer au travers du deck de cartes. Fait qu'on n'a pas le temps de niaiser à ce jeu-là. On n'a pas le temps de dire, ah ok, ça prend une épée, un bouclier. Bon, t'as quelqu'un qui en a, moi j'en ai un, je peux-tu le mettre, je le mets dessus? Non, non, on joue des cartes là, en malade le plus vite qu'on peut, mais si on met trop de cartes pour ce qu'on a besoin, on les perd. Là. Fait que là, tu sais, oui, on veut aller vite, mais il faut se parler un minimum. Fait que c'est comme un petit sweet spot entre le côté communication puis le côté temps réel, la pression que ça te met. Fait que ce petit côté-là empêche un peu peut-être le alpha gaming dans ce jeu-là, parce que ça va tellement vite que tu peux pas nécessairement contrôler tout le monde. Puis on va essayer de passer toutes les cartes du deck et de se rendre au boss qui lui aussi va avoir un paquet d'icônes à couvrir sur sa tuile. Fait qu'on va devoir jouer des cartes. Mais ton deck de cartes représente aussi tes points de vie. Fait que s'il n'y a plus de cartes dans ton deck, ben t'es comme assommé, tu peux plus aider personne. Tu peux jouer des cartes pour soigner les autres, ça leur faire repiger des cartes de leur défausse. Il y a des effets de jeu qu'on va switcher des cartes avec les autres joueurs. Il y a des événements aléatoires, des fois que certaines cartes qu'on révèle vont faire un événement. Tout le monde envoie sa main à droite ou tout le monde défausse 2 cartes ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un jeu ultra rapide parce que ça se joue en 5 minutes. Mais c'est satisfaisant, c'est le fun à jouer quand t'embarques là-dedans. ouais. Vraiment plaisant, 5 Minute Dungeon, un jeu que j'adore. Encore une fois, dans les jeux en temps réel, dans ceux qui se jouent ultra Ouais. rapidement, c'est super efficace. Et ça reste juste un jeu de cartes, tout simplement. Il n'y a rien d'autre que les cartes dans le jeu. Ouais. Puis il y a une version Marvel qui existe aussi qui est, Ouais, je dirais, tout aussi intéressante, peut-être un peu plus facile, par exemple. ouais, c'est un peu plus Marvel familial. est beaucoup plus facile. Est-ce que tu as essayé comment il s'appelle l'autre 5 Minute Mystery? Oui, j'ai joué à Fire Minute Mystery, qui est très le fun aussi. Ouais, toi aussi. Un petit côté observation, Ouais. Je te dirais association qu'il est d'icônes. plus important de séparer les rôles dans 5 Minute Mystery. Tu sais, ça te prend quelqu'un qui est sur l'espèce de loquet, là, l'espèce de cipher, Ouais. là, qui est dessus en permanence. Mais très bon choix. Mais ouais, Fire Minute Dungeon, très bon jeu que j'aime encore beaucoup. Oui, il a glissé beaucoup dans mon top 100, mais ça reste un jeu que j'aime ressortir quand même quelques fois par année pour justement, quand on a un petit jeu à finir en fin de soirée ou un petit coop en temps réel, ben, c'est un bon candidat. J'ai même l'extension des malédictions, qui n'est pas nécessaire en fait, là, parce que ça va rajouter certaines règles, tout ça, puis c'est pas un jeu que tu veux vraiment alourdir de règles parce que c'est un jeu que ça joue en 5 minutes.
faut que ça reste simple. Faut pas trop que tu te poses de questions pendant que tu joues. Donc, c'est ça. Je l'ai essayé l'extension Curse, mais je suis pas. Je pense que j'aime mieux le jeu de base, finalement. Alright. Fait que c'est mon numéro 91, 5 Minute Dungeon. Ce qui met fin à ce premier de 10 segments qui nous mèneront inévitablement, indubitablement vers notre numéro 1. Voilà, oui, c'est ça. Une longue aventure qui commence et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir, chers auditeurs, à suivre cette aventure parce que on sait que vous êtes plusieurs qui l'attendaient avec impatience. Donc, on est content de vous offrir ce nouveau top 100 revisité pour 2023. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, justement, pour discuter des choix de cette première tranche de nos positions 100 à 91 à 100. Ou si vous voulez commenter sur les rejetés déjà qu'on a nommés au début. Ben oui, vous pouvez lancer des roches. Il y avait 2-3 gros morceaux. Ouais, Arc Nova, vous pourrez lancer des roches. On est prêt à les recevoir. Parfait. Donc, merci à toi encore une fois. Merci de l'invitation. Et pour les gens à la maison, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi un accès VIP à notre Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao!